Encore un effort. La petite vignette. Et nous y voilà pour ce 5e cours d'économie de l'assurance, année 2018-2019. Donc la semaine dernière, en fait, nous avons rappelé, en particulier pour vous, puisque vous avez déjà un cours de microéconomie des décisions dans le risque, que nous avons rappelé qu'on pouvait représenter les décisions en situation de risque par la maximation d'une espérance d'utilité. Et on caractérisait en fait par une fonction d'utilité concave les agents qu'on disait risicophobes, c'est-à-dire en gros les agents qui préféraient l'espérance plutôt que le variable aléatoire, et inversement, les agents risicophiles étaient caractérisés par une fonction d'utilité convexe, la neutralité au risque étant représentée par une fonction d'utilité linéaire. Maurice Allais, et puis d'autres après lui, enfin on s'est concentré sur le paradoxe d'Allais, ont montré dans un contexte expérimental que des sujets rationnels pouvaient se comporter différemment des préceptes de la théorie, c'est-à-dire donc ne pas décider de manière linéaire en probabilité. Et pour ces contre-exemples à la théorie, on parle de paradoxe, vous vous souvenez, c'est parce que ces contre-exemples vont contre l'opinion couramment répandue, d'où paradoxe. Le doxa, c'est l'opinion. Les paradoxes conduisent en fait à interpréter la théorie comme de manière différente de ce qu'on pensait au départ. C'est-à-dire que la théorie, c'est une théorie descriptive à portée limitée. J'entends pourquoi c'est une théorie descriptive et pas une théorie normative, parce que justement, elle a montré que des agents parfaitement rationnels décidaient de manière qui n'était pas conforme à la théorie et qu'on n'était pas capable d'expliquer pourquoi les agents qui décidaient comme ils le faisaient n'étaient pas rationnels. Et puis, c'est une théorie descriptive et pas une théorie normative, et c'est une théorie descriptive à portée limitée, puisque justement, dans le cas expérimentaux, dans le cas mis en lumière par Allais, les agents ne décident pas conformément à la théorie, mais on peut penser que quand ils prennent des décisions relatives à des actions de la vie quotidienne qui ne sont pas des espèces d'extrapolations bizarres, comme le cas des paradoxes d'Allais, où on vous demande de choisir entre 100 millions comme ça et puis 500 millions avec une probabilité à 1% de ne pas avoir 500 millions. Donc quand on doit choisir entre des actions de la vie courante, on peut penser que la théorie est probablement une meilleure approximation. Donc dans le meilleur des cas, c'est une théorie descriptive à portée limitée. C'est surtout à vos souhaits qu'en plus de ça, c'est une théorie qui est facile d'utiliser parce qu'en fait, elle est plus facile à écrire. La décision est plus facile à écrire qu'avec les théories qui sont plus efficaces du point de vue de la description. Est-ce que François Panquin vous a parlé un peu des théories alternatives à la théorie de l'espérance d'utilité? Non, il ne vous a pas parlé de ça? Bon, ce sera pour plus tard. Ce sera pour le M2 si vous êtes sage. Mais vous verrez que faire de la microéconomie avec des trucs aussi compliqués, c'est quand même un challenge. Enfin, pardon, un défi. Bon, alors on avait évoqué le problème de l'assuré. Vous vous souvenez que le problème de l'assuré, ce qu'il cherche à faire, c'est à rendre maximale son espérance d'utilité par le choix d'un niveau de franchise F. Et son problème de décision, c'est donc qu'il a une espérance d'utilité qui est 1 moins P, c'est le cas où le sinistre n'advient pas. Donc avec une probabilité 1 moins P, il aura un niveau d'utilité qui correspond à son niveau de richesse de départ, moins une prime, qui est donc P, c'est-à-dire 1 plus 100 de la P, c'est le prix d'assurance, fois D moins F, c'est-à-dire le montant du sinistre potentiel, moins le montant de la franchise. Et avec une probabilité P, il aura le même niveau d'utilité, sauf que en fait, sa richesse est diminuée en plus du montant du sinistre d'une part, mais comme il a une indemnisation qui est égale à I, en fait, la diminution de son niveau de richesse par rapport à la situation où il n'y a pas d'accident, c'est F, le niveau de la franchise. Voilà. Bon, donc on connaît le problème de l'assuré. On avait dit, on maximise l'espérance d'utilité. En fait, c'est la franchise qui est la variable de choix. Et donc, on dérive l'espérance d'utilité par rapport à F. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient d'abord une condition de premier ordre, et puis une condition de second ordre, qui, ça tombe bien, est négative, puisque c'est une somme en fait de du prime, qui sont eux-mêmes négatifs. Enfin, de deux fois des U' en quantité positive, et U' est négatif, puisqu'on considère que l'assuré représente une relation pour le risque. Et on interprète enfin la condition de premier ordre, après le réagencement des termes, pour dire que le coût marginal d'unité d'assurance supplémentaire, le coût marginal d'unité d'assurance supplémentaire, c'est ce qu'on a à gauche du signe égal, et donc c'est évidemment ce qu'on paye dans tous les cas, c'est le bénéfice marginal de cette unité, et le bénéfice marginal de cette unité ne se fait sentir que dans le cas où le sinistre arrive. C'est pour ça que c'est P du prix de RS. RS est en niveau de richesse après le sinistre, c'est donc, je vous rappelle,
le niveau de richesse de départ, moins la prime, et puis moins F, c'est-à-dire qu'il y a donc la probabilité fois un plus le taux de chargement fois le montant des sinistres moins la franchise. Donc en fait, la probabilité de survenance du sinistre fois un plus le taux de chargement fois le montant de l'indemnisation. Ça, c'est donc la prime qui est payée par l'assuré, moins F, c'est-à-dire le niveau de la franchise, puisque le niveau du sinistre, c'est D, et il y a une indemnisation I qui vaut D moins F. On y est. Donc, coût marginal d'une unité d'assurance supplémentaire égale bénéfice marginal de cette unité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on va déjà se demander, justement, comment l'assuré choisit son niveau de franchise. Il y a plusieurs cas. En particulier, on va s'intéresser d'abord au cas de l'assurance actuarielle. Donc, quand on dit actuarielle, ça veut dire que l'assuré paye exactement l'espérance mathématique du sinistre. Donc, il n'y a pas de chargement. Donc, en l'absence de chargement, on a lambda égale 0, le prix d'assurance est égal à la probabilité de sinistre, d'accord, puisqu'on a dit le prix de l'assurance, c'est P, 1 plus lambda. Et donc, dans ce cas-là, la condition de premier ordre peut être écrite comme étant l'utilité marginale quand il n'y a pas de sinistre est égale à l'utilité marginale quand il y a un sinistre, et donc le niveau de la richesse quand il n'y a pas de sinistre doit être égal au niveau de la richesse quand il y a un sinistre, et donc en fait on s'assure complètement. Bon, donc ça nous donne une première proposition. Quand le taux de chargement est nul, le contrat d'assurance optimal pour un individu présentant l'aversion pour le risque, c'est le problème de départ, c'est une couverture complète. Et on a besoin de cette hypothèse d'aversion pour le risque. On en a besoin dans les calculs, puisqu'on avait vu que pour avoir un optimum qui était un maximum d'utilité, il fallait qu'on ait une utilité marginale décroissante. Quand il fallait qu'on ait une seconde négative. Évidemment, si on a un individu qui a du goût pour le risque, il ne va pas chercher à s'assurer. Et donc, il va falloir rendre l'assurance obligatoire si on veut qu'il s'assure. Lorsque le taux de chargement est strictement positif, alors, bon, on peut réécrire la condition de premier ordre en mettant de chaque côté du signe égal, en triant les utilités marginales de chaque côté du signe égal. Et ce qu'on constate, c'est que le ratio des utilités marginales, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, en fait, on a l'utilité marginale dans le cas où il n'y a pas de sinistre, divisé par l'utilité marginale dans le cas où il y a un sinistre, et ça vaut 1 moins pi p sur pi 1 moins p. On se souvient que p, c'est la probabilité d'occurrence du sinistre, donc selon toute vraisemblance, p est non seulement inférieur à 1, mais même doit être plutôt du côté de 0 que du côté de 1, parce que ça n'a pas de sens de s'assurer contre un risque qui a une chance sur 2 de se produire, bien sûr. Et dans la mesure où pi, c'est p fois 1 plus le taux de chargement, pi est supérieur à p. D'accord? Donc, puisque pi est supérieur à p, ce qu'on voit, c'est que ici, pi étant supérieur à p, pi sur p, ça doit être inférieur à 1. Et toujours, puisque pi est supérieur à p, on doit avoir un moins p qui est plus grand que 1 moins pi. Donc, 1 moins pi sur 1 moins p, c'est encore, comme p sur pi, c'est encore inférieur à 1. Bon, donc, de fait, cette fraction est inférieure à 1. Et comme cette fraction est inférieure à 1, ça signifie que le rapport des utilités marginales doit être inférieur à 1, et donc l'utilité marginale, quand il n'y a pas de sinistre, doit être inférieure à l'utilité marginale quand il y a un sinistre. Or, comme l'utilité marginale est croissante, ça signifie donc que la richesse quand il y a un sinistre doit être supérieure, la richesse quand il n'y a pas de sinistre doit être supérieure à la richesse quand il y a après le sinistre. D'accord ? Et donc que la franchise est strictement supérieure à 0. La franchise est strictement supérieure à 0, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un taux de chargement qui est strictement, ou dès lors que le taux de chargement est strictement positif, l'assuré doit opter pour une couverture d'assurance partielle. Et dans ce cas, le contrat d'assurance complète sera sous-optimal. Le contrat optimal, il ne sera pas un contrat d'assurance complète. Voilà, bon, donc ça, ces deux résultats, en fait, ça a été démontré par Mossig il y a 50 ans dans Aspects of Rational Insurance Purchasing, d'accord, dans le JPT. Alors, quelques remarques complémentaires. Si l'assurance est subventionnée, c'est-à-dire si l'individu paie moins cher que son prix actuariel, est-ce que ça existe des assurances subventionnées? La réponse, c'est que si ça existe, ça peut pas être concurrentiel, parce que, alors c'est un moyen de rendre concurrentielle une assurance qui ne l'est pas. Oui, il y a des assurances qui sont subventionnées, typiquement les assurances agricoles sont subventionnées parce qu'il n'y a pas moyen de les équilibrer sinon. Bon, après, vous n'avez jamais entendu parler d'Obama? Je
parle pas du milkshake qui est vendu rue des Écoles, mais je parle du mec qui était président des États-Unis il y a 2 ans, et que nous regrettons à peu près tous. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, certainement. Bon, il avait proposé un schéma d'assurance santé pour les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter une assurance santé, et donc, puisque c'était pour les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter une assurance santé jusque-là, il fallait entendre que cette assurance était subventionnée. Que de fait, le contribuable américain subventionnait l'assurance de ceux qui étaient trop fragiles pour acquérir une assurance santé. C'est d'ailleurs pour ça que les républicains ne voulaient pas entendre parler de ce truc. Et donc, de fait, l'objectif de l'assurance subventionnée, c'est de faire que les gens achètent plus d'assurance qu'ils n'en achèteraient s'il n'était pas subventionné. Bon, mais ce qui est préoccupant dans le cas de l'assurance subventionnée, c'est que, en fait, on peut, dans le cas de l'assurance subventionnée, on peut retourner cette inégalité, d'accord, enfin retourner l'inégalité précédente. Voilà, c'est celle-ci, d'accord, et donc se retrouver avec F strictement négatif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire F strictement négatif? Ça veut dire que l'individu se surassure, s'il en a la possibilité. Alors en fait, en général, dans la loi, c'est pas possible de se surassurer, pour diverses raisons qu'on examinera plus loin, je pense. Mais j'ai déjà parlé des principes d'assurance et du principe indemnitaire, justement pour éviter la fraude. Donc en raison du principe indemnitaire, en France par exemple, c'est pas possible de se surassurer puisqu'on ne peut pas s'enrichir à travers une opération d'assurance. Donc on ne peut pas être remboursé de plus que le sinistre. Donc de fait, techniquement, c'est la loi qui prohibe ça. Et la raison pour laquelle la loi le prohibe, c'est justement pour éviter, quand l'assurance est subventionnée, que les petits malins s'enrichissent. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le rôle de la tarification d'assurance? Ben, en fait, si la prime d'assurance se compose d'une prime pure, c'est la prime actuarielle, et d'un coût fixe, dans ce cas-là, si on pouvait écrire la prime d'assurance comme étant P et moins F plus C, j'aurais dû mettre P et pas Pi, puisque dans Pi il y a du chargement. En fait, on a 2 possibilités qui se présentent. Soit l'assurance est complète, d'accord, si c'est égal à 0, soit on n'a pas d'assurance, si c'est prohibitif. Bon, et donc, dans quelle mesure est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'assurance? Ben, en fait, il n'y a pas d'assurance si F égale D, d'accord, donc si la franchise est égale au montant du sinistre, et si le bénéfice marginal ou le coût marginal de la première unité d'assurance dépasse le bénéfice marginal de cette première unité d'assurance. Bon, comme en l'absence d'assurance, donc c'est la condition, ça revient avec la condition de premier ordre, avec un signe supérieur ou égal, pour indiquer que dans ce cas-là, on ne va pas s'assurer du tout. Comme en l'absence d'assurance, le niveau de richesse, quand il n'y a pas de sinistre, c'est R, le niveau de richesse de départ, d'accord? Alors que dans le niveau de richesse, quand il n'y a pas de sinistre, normalement on paye une prime, mais là, R, on ne paye pas de prime. Et donc, s'il n'y a pas d'assurance, le niveau de richesse après sinistre, c'est le niveau de richesse de départ moins le montant du sinistre, R moins D. Bon, et donc, si on réécrit cette inégalité avec des R et des R moins D, sans utiliser le formalisme RN-RS qui est lié à l'achat d'assurance, ben, en fait, cette condition qui est en fait un allongement sous forme d'inégalité de la condition de premier ordre, on va l'écrire, pi supérieur à quoi? Ben, donc à l'utilité marginale de ce qui pourrait être l'assurance quand il y a un sinistre sur le coût marginal de l'assurance en dépit du fait qu'on ne s'assure pas. Donc en fait, si pi est supérieur à ce rapport, ben on ne s'assure pas. Autrement dit, pour que l'individu ne s'assure pas, il faut que le prix de l'assurance, et là c'est vraiment le prix de l'assurance, d'accord, ce pi c'est la probabilité de survenance du sinistre, P, multiplié par 1 plus lambda, où lambda est le taux de chargement. Donc on voit que si le prix de l'assurance dépasse un certain niveau, alors l'individu, compte tenu de sa fonction d'utilité, ne va pas s'assurer. Peut-être que s'il a plus d'aversion pour le risque, il s'assurera. S'il en a moins, il ne s'assurera certainement pas. Mais en tout cas, il y a un niveau de prix d'assurance maximal, au-delà duquel, pour un niveau d'aversion pour le risque donné, les assurés potentiels ne s'assureront pas. Donc là aussi, si on veut que les gens s'assurent, il faut rendre l'assurance obligatoire. Bon, et puis on sait en plus que même si on rend l'assurance obligatoire, il y a certaines personnes qui ne vont pas s'assurer puisqu'elles considèrent qu'elles n'ont pas intérêt à le faire. En plus de rendre l'assurance obligatoire, il faut mettre des peines pour pouvoir inciter encore les gens à s'assurer. Alors, le prix d'assurance, si on veut que les gens s'assurent, le cas où les gens ne s'assurent pas, c'est en fait le cas où le prix de l'assurance
dépasse le rapport entre le bénéfice marginal, c'est ce qu'on a mis, et le coût marginal de la première unité d'assurance achetée. Pourquoi de la première unité d'assurance achetée? Parce qu'on voit que c'est en fait le rapport bénéfice marginal sur coût marginal qui correspond à la situation où il n'y a pas d'assurance, et donc qui correspond en fait au rapport bénéfice sur coût qui précède l'achat de la première fraction d'unité d'assurance. Bon, alors maintenant qu'on a vu la base, c'est-à-dire l'optimum du choix du consommateur pour l'assurance, on peut faire un peu de statistique comparative en se demandant comment on va changer la demande du consommateur en fonction du changement des paramètres du problème, c'est-à-dire la richesse du consommateur, la forme de sa fonction d'utilité, la probabilité de sinistre, la taille du sinistre, etc. Donc, premier facteur qu'on considère, c'est le changement de la richesse initiale du consommateur. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la solution de Bernoulli, c'était de dire en fait que plus les personnes étaient riches, moins elles avaient d'aversion pour le risque, puisqu'il avait pris une fonction d'utilité logarithmique. Et d'ailleurs, c'était en quelque sorte ça qu'il voulait montrer, Bernoulli, parce que ce qu'il voulait montrer, c'était que les pauvres avaient une aversion pour le risque infini. Et sous-entendu, c'est parce qu'ils étaient pauvres qu'ils avaient une aversion pour le risque infini, et parce qu'ils avaient une aversion pour le risque infini qu'ils ne prenaient pas de risque, donc ils n'investissaient pas et donc ils ne pouvaient pas devenir riches. Alors que les riches, eux, plus on était riche, moins on avait d'aversion pour le risque. Donc plus on acceptait de s'exposer au risque, et plus on faisait des opérations commerciales profitables. On va y donner un certain nombre d'exemples. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire l'article de Bernoulli, si vous voulez, je vous le fournir en français. C'est très amusant cet article. Il est sur le web en français. C'est très amusant parce que c'est vraiment conçu comme un article de micro. C'est-à-dire qu'il démarre en constatant le problème. Le problème pour lui, c'est que, en fait, on ne sait pas correctement évaluer une perspective aléatoire qui est ce qu'on a appelé le jeu de Petersburg. Et puis, il donne une solution qui est sa fonction d'utilité. Il explique comment il dérive sa fonction d'utilité du fait que la même somme d'argent a d'autant moins de valeur qu'on est plus riche. Enfin, plutôt le même incrément de richesse a d'autant moins de valeur qu'on est plus riche. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une espèce d'utilité marginale décroissante d'un accroissement de richesse donnée. Et il termine en donnant des exemples de qu'est-ce que ça a comme conséquence. Et les exemples de qu'est-ce que ça a comme conséquence, c'est des décisions d'investissement. En particulier, c'est des décisions de diviser les risques. C'est-à-dire que le marchand qui a le choix entre mettre toute sa cargaison sur un seul navire et la diviser entre plusieurs navires, va la diviser entre plusieurs navires pour faire baisser le risque et faire augmenter son niveau d'utilité subjective. Bon, pour 1731, c'est quand même assez étonnant, non pas seulement parce qu'il formalise la décision, ce que personne n'avait vraiment fait de manière aussi explicite avant lui, mais encore parce que la structure du papier, ça reste la structure de l'article scientifique. Je présente un problème, je présente une solution, je présente les conséquences de la solution. Bon, donc, comme lui, on va faire un peu de statistique comparative, et on va s'intéresser au cas où on a un changement de la richesse initiale. Bon, alors, on se souvient des deux états, d'accord? Le premier état, c'est bien, parce que comme ça, ceux qui ont raté le début, ça va faire un rappel. Je vous rappelle que donc, j'appelle pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle pour ceux qui étaient déjà là, que Rn, c'est la richesse quand il n'y a pas de sinistre. Donc c'est R, la richesse de départ, moins la prime d'assurance, qui est pi, le prix de l'assurance, qui est égal à P, la probabilité de sinistre, fois 1 plus lambda, 1 plus le taux de chargement, fois le montant d'indemnisation, qui est en fait D moins S, c'est-à-dire le montant du sinistre moins la franchise, et que dans le cas où on ne sait pas, où on s'assure, pardon, dans le cas où le sinistre survient, le niveau de richesse, il est grevé de F, c'est le montant de la franchise, puisqu'en fait, le sinistre arrive, donc dégâts D, mais on est indemnisé d'un montant I égale D moins F, donc le montant du sinistre résiduel, c'est moins F. Voilà. Bon, alors, le consommateur maximise son espérance d'utilité, vous savez déjà, donc il maximise une espérance qui est 1 moins P, c'est la probabilité de l'événement, il n'y a pas de sinistre, multiplié par l'utilité de Rn, c'est la richesse qui correspond au cas où il n'y a pas de sinistre. Et P, c'est quand il y a un sinistre, donc avec une probabilité P, on considère qu'elle est proche, elle est petite. L'utilité du consommateur, c'est l'utilité de RS, c'est-à-dire le cas où il y a un sinistre. Donc c'est l'utilité précédente diminuée de F, qui est le montant de la franchise, qui n'est pas indemnisé par la compagnie d'assurance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? On a déjà dit que la solution intérieure était caractérisée par la condition de premier ordre qu'on a déjà exposée, c'est-à-dire en fait dire que la dérivée de l'espérance d'utilité sur la dérivée par la franchise est égale à 0. Si on veut connaître l'impact d'un changement de richesse initiale sur la demande d'assurance, en fait, ce qu'on peut faire, c'est s'intéresser au signe de la dérivée de la franchise par rapport au niveau de la richesse. Bon.
Alors attention, parce que la franchise, c'est pas la demande d'assurance, hein, c'est le complémentaire de la demande d'assurance. La demande de franchise, c'est moins la demande d'assurance. Et donc, quand la franchise diminue, la demande d'assurance augmente. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre, justement, la variation du niveau de richesse et la variation du niveau de la demande de franchise, qui est donc l'opposé de la demande d'assurance. Donc, dérivons le niveau de franchise par rapport au niveau de richesse. D'accord? C'est-à-dire que dans la mesure où, dans la condition de premier ordre, regardez, dans la condition de premier ordre, qu'est-ce qu'on a là? On a en fait une fonction qui est égale à 0, mais qui est une fonction de quoi? Qui est une fonction des paramètres que sont R, pi, P et D. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la dérivée de l'espérance d'utilité par rapport à la franchise, c'est une fonction du niveau de la franchise, du niveau de la richesse, du niveau de la prime, enfin, du niveau du prix de l'assurance, du niveau de la probabilité et du niveau de sinistre. Ça ne coûte rien, parce qu'en fait, c'est tous les paramètres du problème. Donc, de fait, pour faire de la statistique comparative, on va écrire le niveau de on va écrire la dérivée de l'espérance d'utilité on va écrire la dérivée de l'espérance d'utilité du consommateur par rapport au niveau de franchise comme une fonction de tous les paramètres qui sont susceptibles de faire varier cette dérivée. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on sait qu'à l'optimum, cette dérivée c'est nul. Et ce qui nous intéresse, c'est en gros, justement, au voisinage de cet optimum, quel est l'effet d'un changement de niveau de richesse. Donc comment est-ce qu'on va savoir ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va différencier cette fonction h. Et justement, comme on sait que cette fonction h est égale à ce qui est à droite du signe égal, en fait, on dit qu'on va différencier la fonction h, mais ce qu'on va différencier, c'est ce qui est à droite du signe égal, et ça va nous donner l'idée de l'impact de la richesse sur la solution. D'accord? Bon, et donc, alors de manière évidente, parce que c'est différentiel total, si on différencie h par rapport à r, ce qu'on a, c'est que, pardon, si on fait la différentielle totale de h, on a en fait que h va varier comme la différentielle de h par rapport à la franchise fois l'ajustement de franchise, plus la différentielle de h par rapport à la richesse fois l'ajustement de richesse. Et ça doit être égal à 0. Et pourquoi est-ce que c'est à ça qu'on s'intéresse? Parce que justement, on s'intéresse à la manière dont la modification du niveau de richesse va impacter le niveau de la franchise. D'accord? Bon. De sorte que la dérivée de h va rester égale à 0, de sorte qu'on va rester à l'optimum. Bon, donc, le consommateur va ajuster sa demande d'assurance, d'accord, si son niveau de richesse change. Bon, et donc ce qui nous intéresse, c'est de différencier en se disant que h reste constant. Alors, puisque on peut écrire que, en fait, la différentielle de h doit être égale à 0, ben, en fait, ce qu'on doit avoir, c'est que, en écrivant, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer dr de l'autre côté. On regarde juste cette égalité-là, d'accord? La différentielle de h par rapport à f multipliée par la variation de f plus la différentielle de h par rapport à r multipliée par la variation de r, c'est égal à 0. On dit qu'on peut passer la variation de r à droite, et puis on divise la variation de f on divise de deux côtés par la variation de r, on divise de deux côtés par la dérivée de la différentielle de h par rapport à f, et puis on se retrouve avec cette égalité qui nous dit quoi? Qui nous dit en fait donc que la variation de la franchise par rapport au niveau de richesse, c'est moins la variation de l'espérance d'utilité au point optimal par rapport à la richesse sur la dérivée de l'espérance d'utilité au point optimal par rapport à la franchise. Bon, il reste quand même à caractériser ce membre de droite. Qu'est-ce que vaut ce membre de droite? Ben, en fait, le terme du haut, là, qui est la différentielle de h par rapport à la franchise, en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à la différentielle seconde de l'espérance d'utilité par rapport à la franchise. Alors pourquoi est-ce que c'est égal? J'aurais dû le rappeler ici.
Pourquoi est-ce que c'est égal? Parce qu'en fait, quand vous différenciez cette condition par rapport à la franchise, ça correspond. Si vous voulez, quand vous différenciez, ouais, ça va être plus simple de prendre ici. En fait, vous vous souvenez, comment dire, h, la valeur de la fonction h, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à la franchise. Donc en fait, la fonction h, c'est la fonction qui exprime la condition de premier ordre de notre programme de maximisation de l'utilité du consommateur. Donc si vous différenciez cette condition de premier ordre par rapport à la franchise, vous obtenez en fait la condition de second ordre. Et donc la condition de second ordre, elle est négative, c'est-à-dire pour ça qu'on était sûr qu'on était arrivé à un maximum. Donc en fait, on connaît le signe de cette première différentielle, qui est le numérateur de la différentielle, de la quantité qu'on cherche à étudier. Donc comme ce signe est négatif, et que la quantité qu'on cherche à étudier, c'est moins cette quantité d'un signe négatif divisé par quelque chose dont on ne connaît pas encore le signe, moins une quantité négative, c'est plus. Et donc en fait, on va y arriver, le signe de la quantité qu'on recherche, donc ce truc qui est à droite, c'est en fait égal au signe de la différentielle de h, qui est donc, on s'en souvient, la condition de premier ordre, en fait, ou la dérivée de l'espérance d'utilité du consommateur par rapport au niveau de franchise. Donc, le signe de h est simplement égal au signe de la différentielle de cette condition de premier ordre par rapport à la richesse. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce truc-là? Il faut en penser que... pourquoi est-ce que je reboucle ici? Excusez-moi. Bon, il y a une erreur dans la conception des transparents, et on va sûrement arriver à la solution. Oui, alors on dit que la répétition est l'essence de la pédagogie, mais il ne faut peut-être pas exagérer. Voilà, on en était là. Bon, alors on en était là. Si on part de l'expression de h et qu'on développe donc le niveau de richesse, alors avec quoi est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver en fait. Pourquoi est-ce qu'on développe les niveaux de richesse? Pourquoi est-ce qu'on développe Rn et Rs? Pour retrouver R, d'accord? C'est le niveau de richesse initial. Et donc à partir du moment où on a développé dans l'expression de la condition de premier ordre les niveaux de richesse pour faire réapparaître les R, on peut dériver, on peut différencier H par rapport à R, et il devient évident que R a dans les deux cas un signe positif, d'accord? Et donc en fait, la différentielle de la condition de premier ordre par rapport au terme de richesse de départ, c'est quoi? C'est pi 1 moins p u seconde de Rn moins 1 moins pi p u seconde de Rs. Question, est-ce que c'est positif ou négatif? Ce qu'on fait, c'est qu'on peut réarranger. Comment est-ce qu'on peut réarranger? En fait, une façon de réarranger, par exemple, ça consiste à introduire les coefficients d'aversion absolue pour le risque. Pourquoi introduire les coefficients d'aversion absolue pour le risque? Parce que ça va nous permettre, par exemple, de discuter suivant justement, ça va nous permettre de discuter de l'évolution de l'impact de ces coefficients d'aversion absolue pour le risque. D'accord? Mais en tout cas, une fois qu'on a introduit ces coefficients d'aversion absolue pour le risque, on a une écriture de notre différentiel de la condition de premier ordre par rapport au niveau de richesse, qui est moins pi 1 moins p, l'utilité quand il n'y a pas de sinistre, multiplié par l'aversion absolue pour le risque quand il n'y a pas de sinistre, plus 1 moins pi p, l'utilité marginale quand il y a un sinistre, fois l'aversion pour le risque quand il y a un sinistre. Bon. Et donc, si on se souvient qu'à l'optimum, on a en fait pi 1 moins p u' pi 1 moins p, l'utilité marginale de la richesse quand il n'y a pas de sinistre égale à moins pi p, l'utilité marginale de la richesse quand il y a un sinistre, ça c'est la condition optimale. On avait aussi pu écrire d'une manière un peu différente après un réarrangement. Vous vous souvenez, c'était coût marginal d'une unité d'assurance égale bénéfice marginal d'une unité d'assurance, mais c'est la même égalité fondamentalement. Donc si on se souvient de cette égalité-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, vous voyez que ce terme-là et le terme suivant sont égaux, et en fait, on a simplement finalement cette fraction, c'est simplement moins ARN plus ARS. Donc c'est en fait
l'aversion absolue pour le risque dans le cas où il y a un sinistre, moins l'aversion absolue pour le risque dans le cas où il n'y a pas de sinistre. Et donc, le signe de cette différentielle de la condition de premier ordre dépend simplement de la position relative des aversions relatives. Bon, et donc quoi? Bah, donc, sous l'hypothèse intuitive d'une aversion absolue au risque décroissante avec la richesse, on doit avoir l'aversion, puisqu'elle est décroissante avec la richesse, l'aversion absolue pour le risque doit être plus faible quand il n'y a pas de sinistre que quand le sinistre est survenu. Et donc, dans ce cas-là, si elle est plus faible quand il n'y a pas de sinistre que quand le sinistre est survenu, puisqu'on a écrit que la différentielle de H par rapport à la richesse, c'était l'aversion au risque absolue quand il y a de sinistre moins l'aversion au risque absolu quand il n'y a pas de sinistre. Donc si on a cette inégalité, alors cette quantité est positive, et donc en fait la différentielle de l'aversion, la différentielle de la condition premier ordre par rapport à la richesse est strictement positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand la richesse augmente, la franchise augmente, et donc puisque la franchise augmente, la quantité d'assurance demandée diminue. Bon, résultat des courses, après ce long exercice, la richesse d'assurance décroît, pardon, la demande d'assurance décroît avec la richesse sous l'hypothèse que l'aversion au risque absolu est décroissante avec la richesse. Ce qui était assez intuitif, mais ce qui au moins là est montré. Bon, pour ceux qui ont déjà fait de la microéconomie, dire que la consommation d'assurance décroît avec la richesse, c'est dire que l'assurance est un bien inférieur. Et donc, en proportion du revenu, on devrait consommer plus d'assurance dans les pays où, si c'est un bien inférieur, bah, moins les gens sont riches, plus ils devraient en consommer relativement à leur niveau de fortune. Et donc, en fait, on devrait avoir un taux de pénétration de l'assurance d'autant plus fort que le PIB par tête est plus faible. Donc vous vous souvenez que comme exemple de bien inférieur, on a par exemple l'alimentation, d'accord, puisque en fait, quand le revenu augmente, la part de l'alimentation dans le revenu diminue. Voilà, est-ce que ça marche ça? Est-ce que ça marche? Quand on regarde, vous vous souvenez, on avait regardé dans l'Union Européenne le taux de pénétration et la densité, mais l'Union Européenne, ce qu'on peut se dire quand même, c'est que c'est des catégories de PIB par tête qui sont ça couvre pas tout le spectre des possibles. Bon, et puis on pourrait se dire qu'il y a peut-être des spécificités nationales, enfin bon, il faudrait peut-être regarder un peu plus large que simplement l'Union Européenne. Et si on regarde un peu plus large que l'Union Européenne, on peut regarder la pénétration de l'assurance vie, par exemple. Je vous rappelle que la pénétration, c'est donc les prix de l'assurance en pourcentage du PIB. Et donc, quand on fait un graphique où en abscisse, on a le PIB par tête en milliers de dollars, et en ordonnée, on a le taux de pénétration de l'assurance vie, on a une droite de régulation qui ne va pas absolument de soi, mais il paraît quand même à peu près acquis que les pays qui ont un PIB par tête faible, bah, le taux de pénétration maximum de l'assurance c'est 4%, alors que les pays qui ont un PIB par tête élevé, le taux de pénétration minimum de l'assurance c'est 3,5% et le maximum est à 10%. Donc ceci n'est évidemment pas une démonstration, mais au moins ça vous donne une intuition du fait que l'idée que l'aversion absolue au risque est décroissante, ça ne marche pas entièrement. À moins qu'il y ait une petite astuce quand même derrière. Mais si maintenant on regarde l'assurance non-vie, quand même, avant de se demander s'il n'y a pas une astuce, bah, l'assurance non-vie, c'est pas tellement plus satisfaisant, puisque là, bien que... Alors, c'est pas une courbe absolument croissante, on a tendance à dire que c'est une courbe en S. C'est-à-dire que, en gros, quand le PIB par tête est faible, la demande d'assurance est faible, elle commence à décoller chez les émergents, et puis à un moment, elle plafonne. C'est l'idée du S. Enfin, quand même, ce qu'on voit, c'est que, en gros, les pays qui ont un PIB par tête plus élevé ont une pénétration d'assurance non-vie qui est en moyenne beaucoup plus élevée. Donc c'est un peu enfoncer les portes ouvertes, mais enfin, de fait, la consommation d'assurance augmente avec le revenu. Et ça, c'est vrai aussi bien en comparaison internationale, comme on vient de le faire, qu'en couple longitudinal dans un pays, c'est-à-dire si on regarde dans les ménages, si on regarde dans le temps, que dans le temps, la demande d'assurance augmente en même temps que le PIB, enfin, elle augmente plus vite que le PIB, et si on regarde en couple longitudinal des catégories professionnelles, où la demande d'assurance en fonction du revenu ou en fonction du patrimoine pour les consommateurs d'une économie, bah, c'est aussi croissant. Bon, donc l'idée que l'assurance est un bien inférieur, ça ne marche pas tout à fait. Pourquoi ça ne marche pas tout à fait? Parce que là, l'hypothèse qu'on a faite, c'est quoi?
quelle est l'hypothèse qui est dans le modèle et qui n'est pas dans la réalité? Alors, on a fait l'hypothèse que le montant D du sinistre était le même pour les riches et pour les pauvres. C'est-à-dire que, en gros, le type qui a une Jaguar et le type qui n'a pas de voiture, le type qui n'a qu'un skateboard, en cas d'accident, ils auront les mêmes dommages. C'est normal que dans ces conditions, le riche ne s'assure pas. Mais à partir du moment où le niveau des dommages est proportionnel à la valeur de Jaguar, ça a peut-être du sens de s'assurer. Après, si vous trouvez que la Jaguar, c'est pas une voiture de riche, si vous n'aviez pas compris que le riche était celui qui avait la Jaguar, c'était ce que je voulais dire. Bon, donc de fait, l'hypothèse du modèle, il faut quand même c'est là qu'il faut se méfier des modèles, enfin surtout qu'il faut être capable de comprendre pourquoi c'est des modèles, donc pourquoi il manque des... forcément, un modèle, c'est une épure. Pourquoi il y a des hypothèses du modèle qui ne permettent pas de comprendre les aspects de la réalité qui ne sont pas décrits par le modèle? De manière évidente, l'hypothèse implicite qu'on avait faite, c'était que tous les assurés faisaient face au même niveau de dommages. Pardon. Et donc, évidemment, quand la richesse augmente, c'est normal que on soit de moins en moins enclin à s'assurer. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est quand même que plus on est riche, plus on risque d'avoir des dommages. Donc c'est pour ça, c'est vraisemblablement pour ça que la demande d'assurance croît avec le revenu. Bon. Donc, après cette intéressante étude de l'impact de la richesse sur la demande d'assurance, on va maintenant se demander ce qu'il en est quand le prix de l'assurance change. Bon, on s'attend à ce que la demande d'assurance baisse là aussi, mais enfin, on va pas que vérifier. Pour ça, on va étudier la variation de la franchise, enfin, la différentielle de la franchise par rapport à la prime d'assurance, et on va utiliser la même méthode, c'est-à-dire qu'on écrit à nouveau que H, ça représente la dérivée de l'espérance d'utilité par rapport au niveau de franchise. D'accord. Enfin, plutôt que H, ça représente c'est une fonction qui représente la valeur de la condition de premier ordre, plutôt la valeur de la dérivée quand la condition de premier ordre est satisfaite. D'accord. Donc on différencie cette fonction H à la fois par rapport au niveau de la franchise et par rapport au niveau de la prime, dans le but en maintenant l'égalité entre H et 0, comme ça on va voir comment, au voisinage de la solution optimale, ou même au niveau de la solution optimale, la franchise et le prix de l'assurance varient ensemble. Bon, on transforme évidemment cette égalité en rapport entre la différentielle de H par rapport à la prime et la différentielle de H par rapport à la franchise. Et ce dont on se souvient, c'est que, en fait, DH sur DF, ça on l'a déjà calculé, puisque c'était négatif. Comme il y a un signe moins devant notre action, ben, on en est réduit à dire que le signe de le signe en fait de la variation de la franchise quand le prix varie, c'est le même que le signe de la variation de la condition de premier ordre quand le prix de l'assurance varie. Donc il n'y a plus qu'à, d'accord. Il n'y a plus qu'à, il faut faire attention parce qu'en fait l'intuition c'est quand même qu'on se dit, bah voilà, en fait un accroissement de prix d'assurance, ça devrait avoir un impact négatif sur la demande d'assurance et donc favoriser la rétention spécifique. En fait, quand on y pense, c'est pas si simple que ça parce qu'on vient justement montrer que l'assurance était un bien inférieur. Alors vous vous souvenez, dans les biens inférieurs, il y a ce qu'on appelle les biens Giffen. Les biens Giffen, c'est les biens qui sont tels que donc leur prix augmente, leur consommation augmente. Vous vous souvenez de ça? Vous ne vous souvenez pas d'exemple de bien Giffen? Hein, je sais pas quoi, si vous prenez les patates, si vous augmentez le prix des patates, bah, les gens ne vont plus manger que des patates parce que, enfin, évidemment, c'est pas le cas aujourd'hui. Dans un régime alimentaire, enfin, dans un régime où les gens sont assez pauvres et où ils ne mangent pas grand-chose d'autre que l'aliment de base, si vous augmentez le prix de l'aliment de base, le pain dans la France d'Ancien Régime, si vous augmentez le prix du pain, bah, les gens ne vont pas consommer moins de pain parce que sinon ils meurent. Donc ils ne vont plus consommer que du pain. Donc ils vont consommer moins de viande, moins de fruits, moins de légumineux, moins de tout le reste. Et donc la part du pain dans le budget va augmenter. Donc, après tout, puisque l'assurance est un bien inférieur, ça pourrait être ce qui se passe aussi. Encore une fois, sous l'hypothèse que le montant des sinistres est indépendant du niveau des richesses. D'accord ? Bon, alors, pour vérifier quand même ce qu'il en est, on part de l'expression de H, on développe en fait cette expression de H. Pourquoi est-ce qu'on développe cette expression de H? Parce que ce qu'on veut obtenir, c'est on veut obtenir l'expression complète
de la fonction, on dérive en fonction de pi, et au bout du compte, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait que dh sur dpi, si je puis dire, donc la variation de la différentielle de la condition de premier ordre par rapport au niveau de la prime, c'est la dérivée de l'espérance d'utilité à l'optimum, moins d moins f, qu'est-ce que c'est que d moins f? C'est le montant de l'indemnité, fois la dérivée de la condition de premier ordre sur le niveau de richesse. Bon, et donc qu'est-ce qu'on voit là? Ben, en fait, on voit qu'on a deux quantités. On voit qu'on a deux quantités, et comment est-ce qu'on peut interpréter ces deux quantités? Ben, comme toujours en micro, quand on a une variation de prix, on a un effet de substitution. Effet de substitution qui se traduit par une variation positive de l'espérance d'utilité. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le prix de l'assurance augmente, ça incite l'assuré à substituer de la rétention de risque à de l'assurance. Et donc, de fait, indiquer que la variation de l'espérance d'utilité est positive, ça indique que l'impact de la variation du prix sur la franchise, c'est un impact positif, la franchise augmente, parce que les individus substituent de la rétention de risque, c'est en gros de la non-assurance, à de l'assurance, parce que c'est plus cher. Mais d'un autre côté, il y a un effet richesse qui est négatif, donc il va diminuer la franchise. C'est comment on devient plus pauvre, bah, on a en fait plus d'aversion pour le risque. L'aversion absolue pour le risque augmente. Et donc, en particulier si on considère qu'elle est croissante, et donc du coup, on va avoir tendance à s'assurer plus. Bon, alors en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quel est le résultat final. D'accord? Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on ne sait pas quel est le résultat final, puisqu'il y a un effet concurrent, l'effet de substitution qui va. Puisque le prix de l'assurance augmente, on va avoir tendance à moins s'assurer. Puisque le prix de l'assurance augmente, on est plus pauvre. Si on consomme autant d'assurance, on est de fait plus pauvre, donc plus averse au risque. Donc on voudrait s'assurer plus. Bon, on ne sait pas ce qu'il en est, ça dépend de la spécification de la fonction d'utilité. Et donc ça fait un magnifique sujet d'examen que de vous demander de commenter l'effet d'une variation de prix et de distinguer entre l'effet revenu et l'effet de substitution, ce que vous n'avez pas encore suffisamment fait depuis la première année. Du moins, pas dans un cas d'incertitude, ou enfin en tout cas de risque. Voilà. Donc, troisième cas, on va s'intéresser à l'effet d'un changement d'aversion au risque. Et alors, pour s'intéresser à l'effet d'un changement d'aversion au risque, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à l'effet d'une fonction d'utilité différente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer maintenant deux assurés avec des fonctions d'utilité différentes, qui sont telles que, qui vont être confrontés à exactement la même perspective aléatoire, mais on va se dire qu'il y en a un qui a plus d'aversion pour le risque que l'autre, et voir quel est l'effet de cette augmentation d'aversion pour le risque. Alors, en fait, dans ce cas-là, on va supposer qu'il y a un taux de chargement qui est non nul, et donc que la prime n'est pas actuarielle, plus exactement qu'il y a un chargement au-dessus de la prime actuarielle. Voilà, alors, une fois qu'on a dit ça, il faut que je change le cadrage pour que vous puissiez quand même suivre sur la petite vignette. Nos conditions de premier ordre, en fait, elles n'ont pas changé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des conditions de premier ordre pour le premier consommateur. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on indice le niveau de richesse par U et par V, non pas que les consommateurs aient des niveaux de richesse différents, mais simplement, du fait de leur fonction d'utilité, ils vont consommer une quantité d'assurance différente, potentiellement. Et donc, puisqu'ils vont consommer une quantité d'assurance potentiellement différente, qui est sinistre ou pas sinistre, ils vont se retrouver avec un niveau de richesse différent. Pourquoi? Parce que le niveau de richesse Rn, je vous rappelle que donc, le niveau de richesse qu'on obtient s'il n'y a pas de sinistre, c'est le niveau de richesse de départ moins le paiement de la prime. Or, si la fonction V fait qu'on achète plus d'assurance que la fonction U, de fait, RNV va être différent de RNU. Bon, et puis, de la même manière, évidemment, si on achète plus d'assurance, normalement, on devrait être plus indemnisé. Et donc, du coup, RSU, c'est-à-dire l'assurance, enfin le sinistre, le niveau de richesse quand il y a eu un sinistre, dans le cas où on a une fonction d'utilité U, c'est différent du niveau de richesse quand on a une fonction d'utilité V. Voilà. Alors, on suppose que la fonction d'utilité V représente un comportement plus risicophobe que la fonction d'utilité U, au sens d'Arrowpratt. C'est-à-dire que donc la version pour le risque qui est lié à le coefficient d'aversion au risque absolu pour la fonction d'utilité V est supérieur au coefficient d'aversion absolue au risque pour la fonction d'utilité U. Ce qui signifie d'ailleurs, puisque c'est au sens d'Arrowpratt, que V est une transformation concave et croissante quand même de U. Donc on peut écrire V comme étant K de U avec K qui est une fonction croissante et concave.
Bon, alors, si maintenant on regarde les conditions de premier ordre, qu'est-ce qu'on doit avoir? Ben, on doit avoir que les conditions de premier ordre, elles sont conformes à l'égalité qu'on a déjà indiquée, c'est-à-dire que le rapport des utilités marginales entre le niveau de richesse qu'on a quand on ne s'assure pas et le niveau de richesse qu'on a quand on s'assure, ça doit être égal à 1 moins pi p sur pi 1 moins p. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre de la condition de premier ordre, on l'a déjà vu 36 fois. Alors, en exploitant la relation entre U et V, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le rapport des utilités marginales pour la fonction U, c'est égal au rapport des utilités marginales pour la fonction V, mais comme par ailleurs on a écrit que V c'était K fois U, d'accord, ben, on devrait pouvoir réécrire ce rapport des utilités marginales de la fonction V comme transformé de la fonction U. Mais ce que vous savez, c'est que, en fait, puisque V c'est K de U, V', bah, c'est en fait U', K' de U. D'accord? Bon, donc, d'où le deuxième terme qui correspond simplement, en fait, au fait que, puisque V c'est K de U, quand on veut obtenir la dérivée de V qui est K de U, ça nous fait U', K' de U. Puisqu'on a une assurance partielle, puisque vous vous souvenez, le taux de chargement n'est pas nul, d'accord? Donc, puisque le taux d'assurance n'est pas nul, on n'a pas d'assurance complète, ce qu'on a que quand l'assurance est actuarielle. Donc, puisque l'assurance est partielle, ça veut dire en fait que le niveau de richesse qu'on a quand il n'y a pas de sinistre est supérieur au niveau de richesse qu'on a quand il y a un sinistre. D'accord? Puisque F est supérieur à 0. Donc là, on a une partie du sinistre qui n'a pas été indemnisée. Donc, puisqu'on a cette inégalité, si on transforme par la fonction d'utilité, le sens de l'inégalité ne change pas, puisque la fonction d'utilité, elle est croissante, comme monotone. En revanche, puisque K' doit être décroissante, si on transforme ça par K', pourquoi K' est décroissante? Parce que, souvenez-vous, K', elle est. K est croissante et concave, donc puisque K est concave, K' doit être décroissante. Puisque si K, c'est l'hypothèse qu'on avait dans le transparent précédent. De fait, K' est croissante, mais comme K seconde, qui est la dérivée de K' est négative, bah, si la dérivée de K' est négative, ça veut dire que K' est décroissante. Donc, en transformant l'inégalité U de la richesse quand il n'y a pas de sinistre est supérieure à U de la richesse quand il y a un sinistre par K', on change le sens de l'inégalité, et du coup quoi? Du coup, on va pouvoir dire que, en fait, ça, c'est quoi? Ça c'est plus long que ça. Non, pardon. Où est-ce que j'en suis? Donc, j'en suis à vouloir interpréter cette inégalité. Oui, pardon. En fait, puisque j'ai K' URV qui est plus petit que ça, d'accord? Donc j'ai en fait ce ratio-là, il est inférieur à 1. Donc, comme ce ratio-là est inférieur à 1, bah, ça veut dire que justement ça, c'est plus petit que ça. Donc si les utilités marginales, le rapport des utilités marginales, le niveau de la richesse exprimé avec la fonction U, c'est plus petit que le rapport des utilités marginales avec le niveau de la richesse exprimé à la fonction V, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, en faisant le produit en croix, que on a en fait U R' U de n, c'est plus petit que U R' V de n, et U R' U de S, c'est plus grand que U' RV de S. Autrement dit quoi? Ben, autrement dit, comme U' est décroissante, si on regarde maintenant, non pas les images, ça va être transformé par U', mais les antécédents, on doit avoir les inégalités dans l'autre sens. Et donc, le niveau de richesse sans sinistre sous U est plus grand que le niveau de richesse sans sinistre sous V. Le niveau de richesse après sinistre sous U est plus petit que le niveau de richesse après sinistre sous V. Autrement dit en français, on est plus riche quand il n'y a pas de sinistre, ça veut dire qu'on a payé moins d'assurance. On est moins riche quand il y a un sinistre, ça veut aussi dire qu'on a payé moins d'assurance. Donc on est moins indemnisé. Autrement dit, quand on a plus d'aversion pour le risque, c'est-à-dire le cas, c'est le cas de V, on achète plus d'assurance quand il n'y a pas de sinistre, et on se retrouve avec un meilleur niveau de richesse quand il y a eu un sinistre, justement parce qu'on a acheté plus d'assurance,
et donc on a plus de couverture, c'est-à-dire moins de franchise. Donc on a montré que, en fait, l'individu qui a le plus d'aversion pour le risque va s'assurer plus. Il va s'assurer plus. Toute chose égale par ailleurs, la demande d'assurance augmente avec le niveau d'aversion pour le risque. Et encore une fois, c'est toute chose égale par ailleurs, et en particulier, c'est pour un même niveau de sinistre. Alors, donc là, on a des résultats statistiques comparatifs. Maintenant, on va s'intéresser aux alternatives à l'assurance. Puisqu'après tout, il n'y a pas que l'assurance dans la vie. Il y a aussi la banque. Non. Là, on parle de perspective d'un sinistre. Donc, en fait, on va s'intéresser aux alternatives, et ce qu'on va considérer comme alternative, c'est d'un côté l'autoprotection, et de l'autre côté l'auto-assurance. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'autoprotection ? En fait, là, on suit l'article de référence qui est celui d'Erlich et Baker, qui a montré qu'il y avait deux types de prévention. L'auto-assurance, en fait, c'est ce qui permet de limiter la part de la richesse qui est exposée au risque. D'accord ? Et l'autoprotection, c'est en fait ce qui permet si vous voulez, de diminuer la probabilité du sinistre. Donc l'auto-assurance, ça diminue le montant des sinistres, et l'autoprotection, ça diminue la fréquence du sinistre. Bon, alors si on veut se donner des exemples, qu'est-ce qu'on va faire ? Par exemple, typiquement la ceinture de sécurité, c'est pas l'autoprotection parce que ça ne diminue pas la probabilité que vous ayez un accident, mais ça diminue les dégâts que vous avez quand vous avez un accident. Donc typiquement, la ceinture de sécurité, c'est l'auto-assurance. Les porte-coups de feu aussi. Inversement, ce qui est de l'autoprotection, qu'est-ce que c'est ? C'est le changement de mode de vie, c'est-à-dire la prévention dans le cas de l'assurance maladie, ou le contrôle technique sur les véhicules. Parce que la prévention, ça ne diminue pas forcément le montant des sinistres, ça ne diminue pas forcément les dépenses que l'assurance santé aura à faire une fois que vous serez hospitalisé. Et normalement, si vous avez un mode de vie plus sain, vous devez aller moins souvent à l'hôpital. Bon, une fois qu'on a fait la différence entre l'auto-assurance et l'autoprotection, on va s'intéresser d'abord à l'auto-assurance et se dire que le choix optimal d'auto-assurance d'un individu qui dispose d'une richesse R0 et qui est confronté à une probabilité P de perdre une part de sa richesse, c'est pour ça que j'ai mis un petit D parce que c'est une part D. D'accord, c'est que sans protection contre le risque, en fait, il ne paye pas d'assurance, donc le niveau de richesse qu'il a sans sinistre, c'est le niveau de richesse de départ, et le niveau de richesse qu'il a s'il y a une perte, c'est un sinistre, c'est le niveau de richesse de départ moins la perte. Bon, et en fait, je me suis trompé, puisque la perte, elle n'est pas proportionnelle, donc j'aurais pu l'appeler des majuscules, mais comme j'ai déjà fait mes transparents l'an dernier, je ne l'ai pas changé. Donc, en fait, on change à peine les notations. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que la taille de la perte est en fait une fonction du montant investi en auto-assurance, d'accord ? Et donc, le D, en fait, c'est pas juste un scalaire, c'est une fonction D de A, où A, c'est justement le montant investi en auto-assurance. Et que, d'ailleurs, voilà, évidemment, le montant de la perte, il doit décroître quand la dépense d'assurance augmente, enfin d'auto-assurance augmente, sinon ce n'est pas la peine de s'auto-assurer, parce que dépenser pour faire augmenter la perte, c'est quand même un peu gênant. Je le dis, il y a des gens qui font ça, mais c'est leur affaire. Donc on doit avoir des primes de A négatifs, et on doit aussi supposer que les rendements de l'assurance, de l'auto-assurance sont décroissants, et donc, puisque les rendements de l'auto-assurance sont décroissants, on a des secondes de A qui est strictement positif. Alors d'habitude, les rendements décroissants, c'est que la dérivée seconde est négative, mais là, il ne faut pas oublier qu'en fait, on a une fonction de perte qui diminue. Et elle diminue de moins en moins vite, c'est pour ça que, en fait, comme elle diminue de moins en moins vite, c'est-à-dire que sa dérivée qui est négative est de moins en moins négative, donc de fait, la dérivée est certes convexe, mais ça signifie que quand on considère le montant de la perte, c'est le montant de la perte, sa dérivée, pour le coup, elle montre que le montant de la perte, il est concave. Bon, bref, donc les rendements de l'auto-assurance sont décroissants, et donc on va pouvoir trouver une solution, qui sera une solution qui sera un optimum, d'accord, enfin, qui sera un maximum, puisque si on a une fonction de coût qui est concave, évidemment, on va avoir une dérivée seconde, on va avoir une condition de second ordre qui va être satisfaisante. Bon. Donc, compte tenu de ces éléments, la richesse finale du consommateur dépend de l'événement qui survient, c'est évidemment du fait qu'il y a sinistre ou pas de sinistre. Donc, dans le cas où
il n'y a pas de sinistre, il aura simplement dépensé A en auto-assurance, et dans le cas où il y a un sinistre, non seulement il aura dépensé A en auto-assurance, il aura un sinistre d'un montant D2A. Alors, les préférences de l'assuré, on considère toujours qu'il est risicophobe, et donc il a une fonction d'utilité qui est à la fois strictement croissante, mais aussi strictement concave. Et donc, en l'absence de contrat d'assurance, s'il ne peut pas s'assurer, il va chercher à s'auto-assurer de manière à maximiser son espérance d'utilité. C'est-à-dire que, et sans surprise, son espérance d'utilité, ça va être 1 - P, qui est la probabilité qu'il n'y ait pas de sinistre, fois l'utilité de sa richesse de départ, moins la somme qu'il va consacrer à l'auto-assurance, plus la probabilité de survenance du sinistre, fois l'utilité de sa richesse de départ, moins la somme qu'il a consacrée à l'auto-assurance, moins le montant du sinistre qu'il ne peut pas assurer puisqu'il n'y a pas d'assurance. Et ce montant du sinistre, il dépend évidemment des dépenses de l'auto-assurance dans une proportion qu'on a déjà vue, c'est-à-dire que D devait une fonction croissante niveau 15. Bon, alors, décroissante niveau 15. Le niveau d'auto-assurance optimal A se caractérise par une condition de premier ordre qui est quoi? Qui est tout simplement que là, ce qu'on cherche, c'est à trouver le A optimal. Donc, en fait, on dérive la fonction de la condition de. On dérive la fonction à maximiser, c'est-à-dire l'espérance d'utilité des consommateurs par rapport à A, qui est le montant de la quantité d'auto-assurance qu'ils achètent. Cette dérivée, ça nous donne l'équation qu'on voit là, et évidemment la condition de premier ordre, c'est que cette quantité soit égale à 0. Donc on déduit de cette condition quantité dérivée égale à 0 quoi. Par exemple, on peut la réécrire de cette manière-là, qui vous rappellera quelque chose, parce que qu'est-ce qu'on a écrit? Là, ce qu'on a écrit, c'est à gauche le coût marginal de l'unité d'auto-assurance, d'accord? Et à droite, c'est le bénéfice marginal de l'unité d'auto-assurance. Bénéfice marginal dont on voit par rapport à tout à l'heure, qui dépend de la dérivée, évidemment, de la fonction de dommage, d'accord? Puisqu'on voit que là-haut, on a un déprime A, et donc quand on exprime d'un côté le coût d'auto-assurance, le coût marginal, pardon, de l'unité d'auto-assurance, on trouve en face le bénéfice marginal de l'unité d'auto-assurance. Bon, pour autant, comment est-ce que ça va nous donner la solution optimale? C'est bien, il y a un transparent qui fait ce que je viens de vous raconter. Si vous voulez voir un joli dessin, alors qu'est-ce qu'il y a sur mon joli dessin? En fait, ici, on a une représentation de l'ensemble des décisions du consommateur. Qu'est-ce que c'est que son ensemble de décisions? En abscisse, c'est en fait le niveau de richesse auquel le consommateur fait face s'il n'y a pas de sinistre. En ordonnée, c'est le niveau de richesse auquel le consommateur fait face quand il y a un sinistre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fait que son niveau de richesse maximum R0, d'accord, c'est quand il n'y a pas de sinistre et quand il n'achète pas l'assurance. Et puis, alors on pourrait reporter R0 ici, d'accord. Le problème, c'est que quand il y a un sinistre, en fait, il se retrouve à R0 moins D2A, et en fait, R0 moins D2A, ça dépend du montant de A. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que parmi tous les... En fait, vous voyez cette courbe-là en rouge, elle décrit les possibilités techniques. Les possibilités techniques, c'est quoi? C'est en fait R0 moins A moins D2A. Donc c'est R0 moins le montant d'assurance. C'est l'ensemble des groupes de points R0 moins A en abscisse, donc le niveau de richesse de départ moins la dépense d'auto-assurance, et en ordonnée, R0 moins A moins D2A, c'est donc la richesse initiale moins la dépense d'assurance, moins le dégât qui est survenu. Donc ça décrit la courbe en rouge. Bon, et puis on a des isocanthes d'utilité, donc les courbes d'utilité des consommateurs, et évidemment ce qu'on cherche, c'est que l'on va chercher la courbe d'utilité qui donne le niveau d'utilité le plus haut, qui est tangente, avec cette courbe des possibilités techniques. Bon, et là ce qu'on voit, c'est qu'on a dessiné un magnifique point de tangence, et on voit qu'on ne peut pas aller plus haut, d'accord? Et donc dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que ça va nous permettre de fixer le montant
le montant A de la quantité d'assurance achetée, et du coup, l'indemnité qu'elle nous offre, d'accord, puisque ce qu'on sait, c'est que R0, c'est, dans ce cas-là, c'est pas loin de 6, et que le niveau de sinistre qu'on aurait si on avait le niveau de sinistre auquel on va, le niveau de richesse auquel on va faire face quand on s'est auto-assuré, c'est R0 moins 1 moins D2A, c'est presque 3. Mais si on n'avait pas payé le A, on serait évidemment beaucoup plus bas. Bon alors, pourquoi j'avais fait la première bissectrice? Évidemment, la première bissectrice, ça aurait été les points d'assurance complète. D'accord. Pourquoi ça aurait été les points d'assurance complète? Ça aurait été les points d'assurance complète, tout simplement parce que sur la première bissectrice, il n'y a que vous avez le même niveau de richesse s'il y a un sinistre, s'il n'y a pas de sinistre et s'il y a un sinistre. Et donc, de fait, c'est ça l'assurance complète. En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce R0, c'est le point où on ne s'assure pas du tout, c'est au niveau de richesse initiale, c'est R0, mais s'il y a un sinistre qui survient alors qu'on ne s'est pas du tout assuré, donc on a dépensé 0 en auto-assurance, on va se retrouver avec un niveau de richesse qui est beaucoup plus faible que quand il y a de l'assurance. Enfin, quand il y a de l'auto-assurance. Et donc vous voyez que la raison pour laquelle chez Baker, on va appeler ça de l'auto-assurance, parce que si on définit l'assurance comme le fait de transférer de la richesse des états de la nature, où en gros on en a plus dans les états de la nature où on en a moins, il devient évident que cette auto-assurance c'est une forme d'assurance. Parce que de fait, en dépensant A en auto-assurance, on va permettre de transférer un montant qui est en fait R0 moins D0, moins R0 moins A moins D2. Donc si vous préférez d'ailleurs, c'est tout simplement A moins D2A moins D0 qu'on transfère. Bon, donc, la courbe IB, on l'avait dit, c'était les opportunités d'auto-assurance, donc c'est les possibilités techniques, d'accord. La courbe IB, c'était la courbe en rouge. Et la courbe en bleu, c'était les préférences de l'assuré. Bon, et de fait, l'hypothèse qu'on avait faite de rendement décroissant de notre courbe IB en rouge, ça se traduisait par la concavité par rapport à l'origine de la courbe en rouge. D'ailleurs, on voit qu'on a justement besoin de cette concavité pour pouvoir trouver une solution optimale, parce que c'est clair que si cette courbe était convexe par rapport à l'origine, si elle était convexe, on pourrait se retrouver avec des infinités de solutions, ou avec des solutions en coin. Bon. Alors, bon, donc on a dit, le point A, c'est en fait, d'après la condition de premier ordre, c'est le point A qu'on a représenté, qui était donc celui où les préférences de l'assuré étaient tangentes à l'ensemble des possibilités techniques. Donc les préférences de l'assuré, c'était la courbe d'indifférence en bleu, les possibilités techniques, c'était la courbe en rouge qui était concave vers l'origine. Donc le point de tangence, c'est l'optimum, puisque c'est l'optimum, il doit remplir la condition de premier ordre qu'on a vue. Et on peut insister d'ailleurs sur le fait que la pente de la courbe d'indifférence peut être égale. Donc la pente de la courbe d'indifférence, qu'est-ce que c'est? C'est le terme de gauche, c'est ce truc-là. Ça doit être égal à la pente de la courbe des possibilités techniques et un plus des flux de A. Alors, maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas combiner l'assurance et l'auto-assurance? En fait, si. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie d'ailleurs. C'est-à-dire que soit parce que vous le faites dans le but de faire baisser votre prime d'assurance, soit parce que l'assureur vous y oblige. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire assurer contre l'incendie, l'assureur va vous dire d'accord, je vous assure contre l'incendie, mais à condition que vous mettiez les extincteurs chez vous. Et donc, de fait, pourquoi les extincteurs c'est l'auto-assurance? Alors vous pouvez dire non, c'est l'autoprotection, ça fait baisser la probabilité que le sinistre soit grave. Enfin, à partir du moment où le feu brûle, le but de l'extincteur, c'est pas d'empêcher que le feu arrive, c'est de faire que vous l'éteigniez avant qu'il ait fait beaucoup de dégâts. Donc c'est QFD, c'est bien l'auto-assurance. Alors, compte tenu des éléments qu'on a indiqués et du fait que l'auto-assurance est disponible dans les mêmes conditions que précédemment, maintenant ce qu'on a, c'est qu'on a en fait, si on essaie de combiner assurance et auto-assurance,
On a un cas où la richesse finale, c'est la richesse de départ, moins la prime d'assurance, qui est payée, moins le dépense d'auto-assurance, et la richesse finale, au cas où il y a un sinistre, c'est les mêmes, moins le sinistre, qui est une fonction du montant d'auto-assurance, plus l'indemnité que l'assureur verse. Alors, il y a évidemment une différence quant à savoir si l'assureur peut ou non observer l'activité de l'assuré, l'activité d'auto-assurance. Donc ici, si on suppose que l'assureur n'observe pas l'activité d'auto-assurance, de sorte que le contrat d'assurance est indépendant de là. C'est-à-dire de la dépense d'auto-assurance que le client fournit. Ça, c'est pas le cas que j'avais indiqué de l'assureur qui vous oblige à avoir des extincteurs. C'est aussi, vous pouvez vous dire que vous avez envie d'avoir des extincteurs pour vous-même. D'accord ? Parce que ça ne vous arrange pas forcément que la maison brûle. Parce que par exemple, entre le moment où la maison aura brûlé et le moment où l'assureur vous aura indemnisé, vous serez obligé d'aller coucher dehors. Donc par convention, on suppose que l'assureur construit sa tarification sur la base du niveau de perte atteint en l'absence d'auto-assurance, puisqu'il ne peut pas observer le niveau d'auto-assurance. Donc, en fait, pour l'assureur, le niveau de dommage, c'est le niveau de dommage qu'il y a quand vous ne vous auto-assurez pas. Alors, dans ce cas, le contrat d'assurance spécifie une quantité d'assurance, en fait l'indemnité qui sera payée, ainsi qu'un prix d'assurance, pi par l'unité de couverture d'assurance. Si on adopte les notations qu'on a déjà adoptées, d'accord, le prix de l'assurance, ça va être pi des moins f, d'accord. Pourquoi? Parce que D c'est le montant du sinistre, moins F c'est la franchise, donc du coup l'indemnité c'est des moins F comme jusqu'ici. Bon, et donc au bout du compte, le niveau de richesse qu'on a dans le cas où il n'y a pas de sinistre, c'est le niveau de richesse de départ, moins la prime pi des moins F. Bon, les notations sont quasiment les mêmes, sauf que D est passé en minuscule. Justement pour le distinguer du D précédent, puisque ce D là en fait c'est D de 0, d'accord. Puisque comme l'assureur n'observe pas votre dépense d'auto-assurance, il vous fait payer max. Bon, moins A qui est le niveau d'auto-assurance que vous financez, et s'il y a un sinistre, c'est la même chose, mais en plus, ou en moins si vous voulez, il y a le montant du sinistre D2A, et en plus, il y a que l'assureur vous indemnise de D-. Bon, alors comme précédemment, c'est un cas un peu bizarre parce qu'en fait, on limite pas la couverture par l'assureur au remboursement. Donc là, c'est pas vraiment un principe indemnitaire, puisqu'en fait, si vous auto-assurez suffisamment pour que D soit supérieur à D2A, en principe, vous pourriez être indemnisé au-delà du montant du niveau de dégâts que vous avez. Enfin, bon, on va négliger cette hypothèse parce que ça complique les choses plus qu'autre chose. Comme précédemment, donc les préférences de l'assuré sont caractérisées par une fonction d'utilité qui est concave et strictement croissante, d'accord. Et donc l'espérance d'utilité dépend des deux variables de décision, d'une part la franchise et d'autre part le niveau d'auto-assurance. Bon, donc on peut noter l'espérance d'utilité comme une fonction de justement cette franchise et de cette auto-assurance, dont on sait déjà que cette espérance d'utilité s'exprime comme la probabilité qu'il n'y ait pas de sinistre multipliée par l'utilité de la richesse dont on a vu comment on l'écrivait quand il n'y a pas de sinistre. Je vous prie de m'excuser. Plus la probabilité de la survenance du sinistre multipliée par le niveau d'utilité qu'on observe quand il y a un sinistre. Donc on peut développer ça en remplaçant Rn et Rs par leur expression développée. Là, il faut soit des bons yeux, soit avoir téléchargé les transparents que j'ai mis ce matin sur l'EPI. Puisque l'individu cherche à maximiser son niveau d'espérance d'utilité, d'ailleurs en français on a le droit de dire maximer, parce que c'était comme ça qu'on disait avant qu'on copie certainement l'anglais. Dans ce cas-là, on a une condition de premier ordre qui est absolument sans aucune surprise, puisqu'elle est la même que celle qu'on a déjà eue jusqu'ici. D'accord, du moins tant qu'on ne développe pas Rn et Rs. Bon, sauf qu'on a une deuxième condition de premier ordre, qui est la condition de premier ordre sur A. Bon, et qui ressemble à la condition de premier ordre sur A qu'on avait. En gros, on se retrouve avec les mêmes conditions de premier ordre que dans les deux problèmes précédents qu'on a considérés. La seule différence étant que les arguments des fonctions d'utilité ne sont pas les mêmes. Alors la première condition, donc, elle va permettre de déterminer la franchise F, et elle montre comme toujours que quoi, le bénéfice marginal qui est à droite est égal au coût marginal de l'unité d'assurance.
Bon, et donc, les conclusions associées à ces conditions du premier ordre, c'est évidemment que si le coût de l'assurance est actuariel, c'est-à-dire si pi égale P, eh bien l'assuré choisit une couverture d'assurance complète, pas de surprise. Par contre, il va opter pour une couverture d'assurance partielle lorsque le prix de l'assurance est supérieur au prix actuariel. Et ça va être d'une certaine façon le cas, puisque l'assureur va systématiquement lui facturer le dégât maximum. Bon, de façon similaire, la deuxième condition s'écrit en faisant apparaître le bénéfice marginal et le coût marginal de l'auto-assurance. D'accord? Coût marginal de l'unité d'auto-assurance à gauche, bénéfice marginal de l'unité d'auto-assurance à droite. Et si on fait le rapport des deux conditions de premier ordre, alors on obtient la relation suivante, qui est que 1 sur pi égale moins des prix que 1. Autrement dit, en présence d'auto-assurance et d'assurance, l'assuré rationnel va choisir un niveau d'auto-assurance A, de telle sorte qu'il va égaliser le rendement marginal de l'auto-assurance, le rendement marginal technique de l'école d'auto-assurance, qui est donc moins des primes de A, au rendement marginal de l'assurance, qui est 1 sur le prix d'assurance. Bon, et donc, évidemment, la conséquence immédiate de cette égalité, c'est que c'est la substituabilité entre l'assurance et l'auto-assurance. Puisque d'après l'équation qu'on vient d'écrire, ce qu'on voit, c'est que si on va augmenter A, bah, ça va faire. Si on va augmenter A, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le prix d'assurance augmente, comme le rendement diminue, l'assuré à faire l'égalité des rendements d'assurance et de l'auto-assurance s'ajuste en investissant davantage en auto-assurance, en contrepartie, donc de l'augmentation du prix d'assurance qui entraîne sa baisse de consommation. Bon, alors, si maintenant on veut mettre les deux sur le graphique, là on a un peu changé les données du problème, mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a un point I qui est le point de départ, d'accord? Qu'est-ce que c'est ce point de départ? Ce point de départ, c'est que le consommateur a un niveau de richesse qui est, on va dire, entre 5 et 6, et si un sinistre survient, il va se retrouver proche de 0. Or, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, en fait, s'il se contentait de s'auto-assurer, comme on l'a vu jusqu'ici, s'il se contentait de s'auto-assurer, son optimum, on voit qu'il serait sur une courbe d'indifférence qui serait en dessous de cette courbe bleue. D'accord? Alors là, l'astuce, c'est qu'il va combiner. On cherche en fait. C'est mieux si je le fais avec les commentaires. D'accord? C'est que, de fait, la courbe IB, on l'a déjà représentée comme étant les opportunités de transformation de la richesse aléatoire en moyen de l'auto-assurance. Donc ça, c'est la courbe en rouge. Exactement comme dans le problème précédent. La pente de cette courbe, elle est égale à 1 plus la dérivée, ça on l'a dit. En outre, la droite CF décrit les possibilités d'assurance au prix pi. Et donc la droite CF ici, vous voyez, c'est celle qui est en petit. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la pente de la droite CF? Ben, la pente de la droite CF, c'est justement en fait, moins 1 moins pi sur pi. D'accord? Pourquoi? Parce que pi, c'est le prix de l'assurance, et 1 moins pi, c'est en fait ce qui est du côté de. C'est le bénéfice marginal de l'unité d'assurance. D'accord? Donc, graphiquement, le niveau d'auto-assurance optimal est caractérisé par. C'est le point C, caractérisé en fait par le point de tangence entre la courbe des possibilités techniques de l'auto-assurance et puis la droite de pente, la droite CF qui a une pente qui correspond en fait aux possibilités d'assurance. D'accord? Et donc, cette droite CF, elle va, elle va permettre à l'assuré d'acheter un montant d'assurance qui lui va permettre d'atteindre le point E qui est situé sur une courbe d'indifférence qui est supérieur au niveau d'utilité qu'il obtiendrait s'il avait que l'auto-assurance ou il serait par là. Bon, et donc, de fait, il va combiner les deux. Alors, est-ce que je me suis amusé? Non, je ne suis pas amusé à faire la statistique comparative. C'est dommage, j'aurais dû faire ça. Si on fait changer les pentes si on fait changer la pente de la fonction d'utilité, comment est-ce que ça va améliorer les choses? Bah, il est évident quand même que
que si la pente de la droite CE se déplace par là, donc si le coût de l'assurance augmente, on voit bien que les possibilités offertes par l'assurance vont être moins intéressantes, puisqu'on va être sur une courbe d'indifférence qui va être plus proche de la courbe en rouge. Bon, inversement, si le coût de l'assurance baisse, on s'approche de la verticale, on peut arriver à des résultats meilleurs. Voilà. Bon, donc l'idée, c'est quand même qu'en combinant assurance et auto-assurance, le consommateur s'en sort mieux. Donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'autoprotection? L'autoprotection, on l'a dit, c'est ce qui vise à diminuer la probabilité du sinistre. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de prévention, par exemple, dans le cas de l'assurance santé, parce que de fait, l'autoprotection en matière de santé, c'est ce qu'on appelle la prévention. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On va écrire que cette fois-ci, c'est la probabilité de survenance du sinistre qui va être une fonction des dépenses de protection. Et là encore, en fait la dérivée de P va être négative, c'est-à-dire que quand on augmente les dépenses de prévention, on fait diminuer la probabilité de survenance du sinistre, mais pour autant, cette diminution de la probabilité, elle n'accélère pas, elle n'est pas linéaire, en fait, l'efficacité de ces dépenses de protection diminue, de sorte que la dérivée de P est positive. Bon, donc on est vraiment décroissant dans l'activité d'autoprotection. D'ailleurs, typiquement en santé, c'est un problème parce qu'on s'est rendu compte que c'est une super idée de faire que les gens arrêtent de boire, de fumer, de faire tout un tas de choses extrêmement néfastes. Le problème, c'est que comme ils vivent de plus en plus longtemps, ils coûtent de plus en plus cher, prennent de plus en plus longtemps, et ils sont en meilleure santé quand ils arrivent à l'hôpital, donc ils résistent plus longtemps à l'hôpital. Donc sans aucun cynisme, le problème des dépenses de prévention en matière de santé, c'est qu'on ne sait absolument pas l'effet que ça a au bout du compte, ni sur l'équilibre des assurances privées, ni sur l'équilibre de la sécurité sociale, puisqu'on n'est pas absolument certain que les dépenses de prévention sont une bonne affaire. C'est certainement une bonne affaire pour les gens qui vivent plus longtemps en bonne santé, ça fait pas de doute, mais ce n'est pas forcément une bonne affaire du point de vue financier, même si, dans un calcul d'actualisation classique, il vaut mieux quelqu'un qui est malade à 98 ans que quelqu'un qui meurt d'un cancer du poumon à 45 ans, parce que comme il est malade 50 ans après, si on actualise, la dépense est extrêmement faible. La dépense actualisée pendant 50 ans, elle ne représente plus grand-chose, mais du point de vue de la pression sur les comptes, à un coût temps X, en revanche, l'actualisation, ça ne marche plus. Bon, fermons la parenthèse. Fermons la parenthèse, en l'absence d'asymétrie d'information et de chargement, d'accord, parce que qu'est-ce qu'il est mon hypothèse? J'en ai pas pour l'instant, mais donc en l'absence d'asymétrie d'information, d'une part, et de chargement, d'autre part, les bons risques pourraient accéder à l'assurance complète, d'accord? Il manque peut-être. Ah oui, voilà. Voilà notre affaire. Voilà notre affaire, c'est-à-dire que, en fait, on part avec le même type de situation qu'on avait tout à l'heure, d'accord? C'est-à-dire qu'on a des assurés qui sont en situation de risque, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de richesse à 0, mais si le risque se matérialise, ils vont se retrouver avec un niveau de richesse beaucoup plus faible. De là quoi? De là, ils peuvent engager des dépenses d'autoprotection qui vont faire baisser la probabilité du sinistre, faire baisser la probabilité du sinistre concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il n'est pas question de faire baisser le montant du sinistre, il est juste question de faire baisser sa probabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on a représenté ici? On a toujours une droite d'assurance complète, et donc, par exemple, on peut s'intéresser au fait qu'il soit possible de s'assurer complètement. S'assurer complètement pour qui? Ce qu'on peut voir, c'est que celui qui veut s'assurer complètement ici, non, je dis s'assurer complètement ici. Mon affaire est visible. Oui, pardon. Pourquoi s'assurer complètement ici contre s'assurer complètement ici? Parce que, en fait, celui qui s'assure complètement ici, c'est celui dont la richesse totale, c'est l'espérance de richesse, est à ce niveau-là. Alors que celui qui s'assure complètement ici, c'est celui dont l'espérance de richesse est à ce niveau-là. La différence entre les deux, c'est pas leur richesse de départ, c'est leur probabilité de sinistre qui rend la richesse espérée des rouges plus faible que la richesse espérée des bleus. D'accord? Bon, et donc, les B sont considérés comme des bons risques, les H sont considérés comme des mauvais risques. Pourquoi il y a des bons risques et pourquoi il y a des mauvais risques?
bah, c'est ce qui nous intéresse dans cette affaire de protection, d'accord? C'est-à-dire que, de fait, les bons risques, c'est un peu comme ceux qui se protègent, les mauvais risques, c'est un peu comme ceux qui ne se protègent pas. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer à travers les bons risques et les mauvais risques? Ben, on cherche à montrer qu'il y a donc deux probabilités de sinistre, potentiellement. Et donc, la question est de savoir si l'assureur est capable de reconnaître ou pas les bons risques ou les mauvais risques. En fait, s'il sait reconnaître les bons risques ou les mauvais risques, il n'y a pas de problème, il peut proposer un contrat d'assurance complexe à la fois aux bons risques et aux mauvais risques. Même s'il ne peut pas reconnaître les bons risques et les mauvais risques, ce qu'il pourrait faire, s'il connaît les données du problème, s'il connaît la probabilité de sinistre de chacune des catégories et le montant des sinistres étant le même, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut proposer un contrat séparateur à chaque catégorie, justement. Ce contrat séparateur étant un contrat qui propose une indemnisation complète compte tenu de qui propose une indemnisation complète au mauvais risque et qui propose au bon risque une indemnisation partielle, mais dans des conditions telles que quoi? Telles qu'ils seront plus contents de payer pour une indemnisation complète ici que pour une indemnisation partielle ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce transparent ici, parce que manifestement, j'ai grillé un truc et que j'ai l'impression que je suis passé de l'autoprotection à la question de l'antisélection. Comme s'il manquait des transparents. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais faire une pause parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans cette affaire. Voilà, donc après on passe une escale technique au stand pour retrouver les transparents qu'on avait perdus. On revient aux affaires d'autoprotection. C'est quand même beaucoup plus clair maintenant. C'est-à-dire que, de fait, la richesse finale de l'individu, c'est, en l'absence de sinistre, la richesse finale, c'est le niveau de richesse de départ, moins la dépense d'autoprotection. Et la probabilité, c'est toujours 1 moins P, mais cette probabilité, elle dépend du niveau de dépense d'autoprotection. En cas de sinistre, on a le niveau de richesse de départ, on a bien les dépenses de protection, mais on a un sinistre dont le montant est D, et dans la probabilité, dépend de survenance, dépend du niveau des dépenses de protection. Voilà. Bon, dès lors, l'espérance d'utilité, elle s'écrit comme toujours 1 moins la probabilité du sinistre, probabilité de la richesse quand il n'y a pas de sinistre, plus le coefficient du sinistre, pardon, plus P du montant des dépenses de protection, fois l'utilité de la richesse quand il y a un sinistre. Et donc on peut développer ici l'écriture complexe du niveau de richesse. Et puis l'étape suivante, c'est évidemment, pour écrire la condition de premier ordre, de dériver ce niveau d'espérance d'utilité par rapport à B, qui est le montant des dépenses d'autoprotection, sachant qu'évidemment, on veut un optimum qui annule la dérivée, et on va alors interpréter les choses comme étant quoi? On va mettre d'un côté, mais est-ce que je l'ai fait? Ça pourrait être pas mal de le faire quand même, de mettre d'un côté le coût marginal et de l'autre côté le bénéfice marginal de l'autoprotection. Alors je ne l'ai pas fait. Bon, c'est une erreur. Donc il faudrait que j'ajoute ça au transparent pour la semaine prochaine. Puisque là, on ne peut pas dire que ce soit très clair là-dessus. Ah si, remarquez. Parce que ça c'est le coût marginal de l'autoprotection. Et ça, c'est le bénéfice marginal de l'autoprotection. Et le bénéfice marginal de... non, c'est pas le bénéfice marginal de l'autoprotection. Non, c'est pas le bénéfice marginal, et je comprends pas pourquoi j'ai juste dû... Ouais, il faut que j'aurais arrangé les termes. Mais là, je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si... en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on passe à la situation où on a à la fois
de l'autoprotection et de l'assurance, alors on va combiner la dépense d'autoprotection avec le paiement de la prime d'assurance. D'accord. Et sous des hypothèses identiques, on a une espérance d'utilité qui s'écrit comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une probabilité de sinistre qui dépend des dépenses d'autoprotection, et la seule différence, c'est qu'on a introduit dans la richesse le paiement de la prime. Et en échange de quoi on a une indemnité qui est en fait le montant du sinistre moins la franchise, donc il reste que la franchise en cas de sinistre. Bon, donc quand on dérive l'écriture intégrale de cette fonction d'utilité, c'est ça. Maintenant, la question qui va se poser, c'est la capacité des assureurs à répercuter l'effort de protection dans la tarification. D'accord. Et donc, soit les assureurs sont capables à la fois de reconnaître que les assurés se sont autoprotégés et de calculer l'effet de cette autoprotection sur la probabilité de survenance du sinistre, soit c'est pas le cas. Donc on va dire en fait, on va faire une première hypothèse, c'est que c'est pas le cas, et donc le prix de l'assurance va être indépendant du niveau des dépenses d'autoprotection des assurés, ou bien en H2, la prime d'assurance va être influencée par le niveau de prévention que les assurés sont capables de produire, de sorte que donc, la prime d'assurance, elle a la formule habituelle, d'accord, c'est 1 plus le taux de chargement fois la probabilité de survenance du sinistre, fois le montant d'indemnité qui est le montant du sinistre moins le montant de la franchise. D'accord, mais si on fait l'hypothèse que l'assureur est capable d'observer P2B, alors il va en tenir compte dans son évaluation. Question, est-ce que B est observable? Si on prend l'exemple de la prévention, c'est un peu le fantasme des assureurs, d'être capable d'observer les comportements des assurés. Tout ce qu'on entend sur le big data depuis 5 ans, l'idée que d'un côté, on va connaître exactement la sinistralité propre de chaque assuré parce qu'on a été capable de séquencer son génome, et donc on sait que son arrière-grand-oncle est mort d'un cancer dans les jungles lointaines, d'un cancer de je sais pas où, et que son arrière-grand-tante aussi, et donc ça prouve qu'il a un risque de ce côté-là, et donc en contrepartie, on lui prescrit un régime draconien qui est suivi en permanence par sa montre connectée qui va dire à l'assureur si oui ou non il a mangé du sucre ou des pattes de mouche comme on lui a prescrite. Bon, ça c'est bien, mais pour l'instant ça reste un fantasme, d'accord. Alors, même si on ne peut pas toujours suivre en temps réel l'investissement de l'assuré en prévention, en revanche, on peut parfois le contrôler a posteriori et inscrire dans le contrat une clause de prévention qui fait que si l'assuré n'a pas suivi soit le régime, soit les engagements qu'il avait contractés au moment où il s'était assuré dans la clause de prévention, et ben en fait, dans ces conditions, son assurance est caduque. D'accord ? Typiquement, si votre voiture, si vous n'avez pas fait le contrôle technique de votre voiture, alors évidemment votre assureur peut pas renier votre responsabilité civile, puisque ça il est vraiment là pour ça, mais en revanche il peut refuser votre assurance individuelle de conducteur peut être caduque si votre voiture n'est pas entretenue. D'accord ? C'est-à-dire si vous n'avez pas satisfait aux exigences de contrôle technique. Bon, donc le fait qu'on puisse introduire une clause de prévention dans le contrat d'assurance qui rende caduque les garanties de l'assureur ou qui annule le contrat, qui annule le contrat dans le cas où l'assuré n'aurait pas satisfait à la clause d'assurance, ça fait que l'hypothèse selon laquelle l'assureur peut observer l'effort de prévention, c'est pas une hypothèse complètement irréaliste. Même s'il ne peut pas forcément observer en temps réel, il peut observer a posteriori. D'ailleurs, c'est l'une des fonctions des expertises en dommages en RC automobile, c'est de voir si la bagnole a été trafiquée ou pas. D'accord ? Donc, l'assureur ne va pas diligenter une expertise dans le cas où vous avez de la tôle froissée, mais à partir du moment où il y a un corporel grave, il va commencer par aller voir si les pneus étaient pas lisses, si le moteur n'avait pas été trafiqué, si le contrôle technique avait été respecté, etc. Puisqu'il va chercher à rejeter une partie de la faute sur l'assuré. D'accord, ce qui est d'autant plus naturel que, comme on vient de le voir, normalement, la prime d'assurance, elle dépend du niveau de risque et de la probabilité de survenance. Donc, si la probabilité de survenance elle est calculée sur la base du fait qu'on postule que vous avez une voiture en bon état, telle puissance, et qu'en fait
vous trafiquez le moteur pour qu'elle soit 2 fois plus puissante pour rouler 3 fois plus vite, c'est pas exactement la même chose, d'accord? C'est une escroquerie à l'assurance. Bon, alors, une fois qu'on a dit que l'assureur pouvait observer, même si ce n'était pas en temps réel, les efforts de protection, et donc il pouvait les intégrer à la prime, de fait, ce qui se passe, c'est que si l'assureur peut observer le degré de prévention, donc si l'assureur peut observer les dépenses de prévention qui sont faites par l'assuré, ou en tout cas l'effet sur la probabilité, même si ce n'est pas une observation en temps réel, mais une observation par exemple à travers des clauses, dans ce cas-là, l'assurance et l'autoprotection vont être complémentaires. En revanche, si la prime est indépendante du niveau de prévention, bah, évidemment, l'effet va être... on va plutôt avoir de la substituabilité. C'est-à-dire que l'assuré, il va aller vers ce qui lui revient le moins cher. Il va prendre la couverture qui l'arrange le plus. Alors en fait, c'est des résultats qui sont quand même super calculatoires, donc je laisse tomber la démonstration, et je vous demande de prendre les choses comme elles sont, d'accord? C'est-à-dire que la condition de premier ordre, dans le cadre de l'hypothèse d'indépendance entre prime d'assurance et effort de protection, on va dire que la condition de premier ordre, c'est celle qu'on a indiquée. Et à partir de ces conditions, il devrait être possible de démontrer le second résultat statistique comparatif de la proposition précédente, c'est-à-dire d'accord l'idée qu'il y a substituabilité entre les dépenses de prévention et les dépenses d'assurance à partir du moment où la prime d'assurance est indépendante des dépenses de prévention. D'accord? Bon, en particulier, il peut y avoir éviction de la prévention en cas d'assurance complète. D'accord? Ça, c'est un cas qui est intéressant parce que c'est le cas qui correspond à l'aléa moral. Je vous rappelle que l'aléa moral, je crois que j'ai dû le définir, c'est le fait de changer sa conduite si on est assuré. Quand je dis changer sa conduite, c'est pas seulement la conduite du conducteur automobile, d'accord, mais c'est changer sa manière d'agir à partir du moment où on est assuré. Puisque si on est assuré complètement, non seulement au sens où on sera remboursé au centime près, mais il faut imaginer ici que c'est en tenant compte du taux d'actualisation. En gros, si on n'a aucun intéressement au sinistre, de fait, on est complètement indifférent au fait que le sinistre arrive, c'est ça l'aléa morale. Donc, lorsque l'assurance est complète, la condition du premier ordre qu'on venait d'exposer peut se simplifier, d'accord? Et donc, ce qu'on voit là, c'est que le bien-être individuel décroît même avec B. Puisque la dérivée d'utilité, l'espérance d'utilité en fonction de B, elle est négative, puisque c'est moins l'utilité marginale. Or, l'utilité marginale, elle est forcément positive, puisque la fonction d'utilité est croissante. Donc, dans le cas où on a une assurance complète, l'effet de la prévention sur le bien-être est négatif. Et donc, il y a non seulement une perte d'incitation à la prévention, mais même avec la prévention devient toxique aux yeux de l'individu. Donc ça, c'est un résultat qui est assez amusant. C'est un résultat qui est assez amusant, mais dont on voit l'utilisation à la fois pour les assureurs et en termes d'économie politique. Et on se dit, si on assure complètement les gens, alors on leur fait perdre toute incitation à l'effort, puisque de fait, l'effort devient toxique. Bon, donc s'il fallait conclure sur ces affaires de protection, on va se dire que l'assureur peut contrôler ou inciter efficacement. Pardon, si l'assureur peut contrôler ou inciter efficacement à la prévention, par exemple avec une clause de prévention qu'il est capable de faire respecter a posteriori, alors autoprotection et assurance peuvent être complémentaires. Si l'effort d'autoprotection n'est pas observable, alors l'autoprotection et l'assurance sont substituts. Bon, et même dans le cas extrême où le taux d'assurance complète, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas d'incitation à l'autoprotection, mais même au contraire, on a une désincitation à l'autoprotection. Ce qui veut dire en gros que si on a une clause de prévention dans le contrat, puisque les assurés sont incités, puisque ce qu'on a vu, c'est que les dépenses de prévention avaient un impact négatif sur le bien-être de l'assuré. Donc l'assuré va être tendance à ne pas faire les dépenses de prévention qui sont nécessaires, en faire moins. Donc il va avoir tendance à frauder par rapport aux conditions contractuelles. D'accord ? Bon, et donc, c'est quand même un problème qu'il y ait une incitation non seulement nulle, mais négative à l'autoprotection. C'est un peu pour ça d'ailleurs, c'est un peu à cause de ça que les assureurs considèrent que tout ce qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont gratuits et apparemment pas reliés au risque en soi, qui sont des signes de l'aléa morale, et donc plutôt de la sensibilité de l'assuré à l'aléa morale. C'est-à-dire que de fait,
dans les pays où les assureurs ont accès aux fichiers des infractions routières, ils vont avoir tendance à considérer les infractions au code de la route comme étant la preuve que les assurés font des dépenses de protection négative, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Et donc c'est que ces assurés-là sont particulièrement enclins à l'aléa morale, et donc ceux-là, il faut en fait les sanctionner en leur proposant des peines. Je vous rappelle que personne n'a le droit de communiquer aucune donnée sur rien à personne, sous des peines qui sont prévues dans le règlement général de la protection des données. C'est que comme elles sont extrêmes, évidemment, personne n'a plus envie de communiquer aucune info. Donc de fait, c'est quand même un peu inquiétant cette affaire le résultat de Erich et Becker est quand même un peu inquiétant, c'est de se dire que finalement, quand on assure trop, on incite à la fraude. Alors, quelle est la réalité de ça? En fait, il y a une agence pour la lutte contre la fraude en assurance, qui s'appelle Alpha, et cette agence, c'est une agence qui est en fait une agence qui est financée par les assureurs. Alors, elle enquête sur la fraude. L'éternel problème de la fraude en assurance, c'est que vous n'en saurez pas grand-chose, pour deux raisons. La première, c'est parce que, de manière évidente, les assureurs ne veulent pas donner trop d'idées sur comment on fraude. Donc, ils ne vont pas faire des études de cas sur la fraude pour vous apprendre à frauder en vieillissant, d'accord. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, j'ai jamais vu une chose pareille. Donc, ils communiquent assez peu sur les méthodes de la fraude, et en particulier sur les méthodes de lutte contre la fraude, parce qu'ils n'ont pas envie que vous connaissiez les algorithmes de détection de la fraude. Bon, et puis le deuxième, même indépendamment de ça, ils ne veulent pas trop en parler, parce que, comme la fraude, c'est un coût, et comme le coût, il faut bien qu'il soit payé par quelqu'un, et il est évidemment payé par les assurés, alors moins on en parle, moins les assurés se rendent compte qu'ils payent pour les fraudeurs. Bon, donc, de fait, c'est pas un sujet très médiatique. Enfin, c'est un sujet intéressant quand on s'intéresse à l'assurance, parce que justement, il y a un enjeu d'efficacité. Lutter contre la fraude, c'est lutter pour tout le monde. C'est lutter pour que les assurés payent moins, en particulier parce qu'ils ne payent pas pour les fraudeurs. Alors, comme dès lors qu'il y a fraude, l'assureur peut ne pas verser l'indemnité, évidemment, c'est un sujet important pour les assureurs que de débusquer la fraude et de la poursuivre. Et donc, de ce point de vue-là, on voit qu'il y a un progrès important des méthodes de lutte contre la fraude, puisque si on prend 2015 par rapport à 2003, en fait, la lutte contre la fraude est 5 fois plus efficace, alors que en gros, il y a 5 fois plus de prestations qui n'ont pas été versées aux fraudeurs, alors que les prix n'ont pas été multipliés par 5. Donc, de fait, on est de plus en plus efficace dans la lutte contre la fraude. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur le montant de la fraude? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le montant de la fraude. C'est-à-dire que, par définition, étant donné ce qu'est la fraude, si on connaissait le montant de la fraude, c'est qu'on l'aurait neutralisé. Bon, alors, comme on ne l'a pas neutralisé, et ça c'est encore le paradoxe de la lutte contre la criminalité en général, c'est quand vous attrapez plus de voleurs, est-ce que c'est que vous êtes plus efficace ou est-ce que c'est qu'il y a plus de voleurs? Donc, est-ce que c'est bon signe qu'on attrape plus de voleurs? Question à 100 €. En fait, ce qui est intéressant quand même, c'est que justement, l'intelligence artificielle plus la multiplication des données, ça fournit quand même des éléments importants pour lutter contre la fraude. Et de fait, les assureurs sont extrêmement en pointe sur le développement de techniques d'intelligence artificielle et d'analyse des données massives, justement parce que ça permet d'être beaucoup plus efficace dans la recherche de la fraude, et ça permet donc de faire des économies qui se répercutent ensuite sur la prime. Bon, si vous voulez tout savoir, dans le prochain numéro de risque, la revue de la FFA, il y a une interview du Chief Scientific Officer de Shift Technologies. Shift Technologies, c'est une jeune pousse d'intelligence artificielle qui a été montée par 3 polytechniciens dans moins de 30 ans. Et effectivement, les gars, en sortant de l'école, ils ont commencé au service de lutte contre la fraude. En fait, ils ont fait des statistiques, d'accord. Et puis, ils se sont rendus compte que dans la grosse boîte dans laquelle ils étaient employés, ils n'avaient pas changé grand-chose. Donc, ils ont été fondés leur entreprise où ils font que des algorithmes de détection de lutte contre la fraude avec des méthodes d'apprentissage machine et avec des données non conventionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, des données non conventionnelles? Ça veut dire en particulier qu'un des moyens de lutter contre la fraude, c'est non seulement de regarder les données du contrat d'assurance, comme ça qu'il va de soi que le gars, quand il est à son 7e accident de l'année, on peut se poser des questions sur la réalité des accidents, surtout s'il va se faire réparer cette fois chez le même garagiste. Enfin ça, il n'y a pas besoin de big data pour savoir que le garagiste il répare tout le temps les mêmes clients, qui ont tout le temps plus de dégâts que les autres.
c'est peut-être qu'il y a une complicité entre le garagiste et le client. Mais là les techniques non conventionnelles, les techniques nouvelles, ça consiste par exemple à suivre un client sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des techniques d'agrégation de données sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'IP à partir de laquelle vous vous connectez sur Facebook, bah, on peut reconstituer avec votre IP tous les réseaux sociaux sur lesquels vous vous connectez. Ou bien, si on n'a pas votre IP, si on constate qu'il y a votre pseudo Facebook qui apparaît de manière régulière sur un compte Twitter, on sait qu'on va faire l'hypothèse que le compte Twitter et le compte Facebook sont liés, et on va agréger les données des comptes Facebook et des comptes Twitter. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se dit qu'il y a un moment donné où les gens qui fraudent, ils vont ils vont donner indirectement des indices du fait qu'ils fraudent. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, c'est-à-dire que ce genre de méthode, ça a permis d'attraper, par exemple, alors je ne vais pas parler d'assurance directement, mais enfin, en tout cas, ça a permis d'attraper des gens qui organisaient le trucage de rencontres sportives. Parce qu'ils se donnaient des détails de leur organisation de trucs foireux à travers leur compte Facebook. Ils supprimaient les détails une fois que l'événement avait été organisé, en se disant qu'on ne les rattraperait pas, seulement comme ils étaient suivis en permanence justement par une boîte qui, en fait, non seulement copiait tout ce qu'ils mettaient sur leur compte Facebook, leur compte Twitter, etc., mais analysait les trucs en temps réel. Donc ils ont été se retrouver au bistrot pour s'échanger les dollars qu'ils voulaient miser sur le truc. Bah, il y avait des flics dans l'affaire, puisque les flics suivaient le compte Facebook depuis des mois. Bon, et là, de la même manière, alors, le sujet, c'est évidemment pas sur votre page Facebook principale, sur laquelle vous mettez tout ce que vous voulez montrer à vos amis, votre famille, etc., vous n'allez pas dire hey Jojo, on va aller voler un camion. Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Mais c'est si vous avez le malheur ou la bêtise d'utiliser un compte sur VK, par exemple, qui est l'équivalent russe de Facebook, en disant que personne ne va surveiller VK, sauf que vous vous connectez avec la même adresse IP à votre Facebook habituel et à votre compte VK, que vous accédez à partir d'une autre machine, d'autres identifiants, un autre pseudo, etc. Mais en fait, vous êtes sur le même réseau. Et donc, de fait, vous avez le même base de sous-réseau. Ça peut suffire à créer une association pour l'entreprise qui va vous suivre et à faire que, en fait, votre compte va être associé à ce compte VK sur lequel il se passe des trucs et sur lequel vous échangez des informations qui, un jour, pourront révéler quelque chose. Voilà. Donc, alors, évidemment, tout ça, ça fait des masses d'informations absolument considérables à traiter, c'est pour ça qu'il y a une intelligence artificielle derrière. Parce que ça n'a pas de sens d'avoir un opérateur qui dépouille tout, comme c'était le cas il y a 20 et quelques années, quand votre serviteur était employé à ce qui est devenu la direction centrale de l'enseignement intérieur, où on apportait les transcriptions des conversations téléphoniques sur les téléphones satellites, qui avaient été transcrites à la main par des opératrices. Donc tous les matins, quand j'arrivais sur mon bureau, j'avais un truc comme ça, de conversations suspectes, dans lesquelles il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, tout ça est sniffé tranquillement par la NSC. Il y a des gros serveurs qui font de la reconnaissance vocale là-dessus, et une fois qu'ils ont fait de la reconnaissance vocale, ils ont des machines qui font de l'analyse syntaxique. Et les machines, elles font des kilomètres d'analyse syntaxique quand votre serviteur, en 2 heures, il avait analysé comme ça de papier. De toute façon, les gens utilisent un langage codé, donc vous ne comprenez rien. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cet enjeu de la fraude, c'est quand même, comme vous le voyez, la lutte est beaucoup plus efficace, et à la question de savoir si la lutte est plus efficace parce qu'il y a plus de voleurs ou parce qu'on est plus efficace dans la recherche des voleurs, la réponse est quand même qu'il y a peut-être plus de voleurs, mais on est beaucoup plus efficace. Alors, pour s'approcher de la conclusion sur le sujet, les entreprises d'assurance sont de plus en plus victimes de fraude, ça c'est certain, qui ne sont pas forcément le fait de leurs assurés, mais aussi de tiers, c'est-à-dire de prestataires, qui peuvent avoir une existence réelle, d'accord, aussi bien en santé, en particulier les opticiens, qu'en dommages, par exemple les réparateurs automobiles. Dans ces fraudes, bien souvent, le client n'est même pas informé de la malversation et se trouve instrumentalisé par le prestataire fraudeur, d'accord, qui va vous facturer des réparations à laquelle, en gros, il va dire qu'il y avait des dommages sur le véhicule qui étaient, je ne sais pas quoi, qu'il a changé des pièces qui n'ont en fait pas changé, l'astuce, c'est que s'il remet la pièce neuve, il récupère une pièce que vous aviez déjà changée il y a 3 mois, qu'il va pouvoir remettre à un autre client. Et donc, en fait, le taux de trafic de pièces détachées d'origine ou pas d'origine, neuve ou usagées, il y a moyen pour les garagistes indélicats
de facturer aux assureurs plusieurs fois la même pièce détachée, par exemple. Alors, donc où est-ce qu'on trouve où est-ce qu'on trouve de la fraude? Ce qu'on voit, c'est qu'on a de la fraude. Alors, en RC multirisque, pas beaucoup, en vol, pas beaucoup. On voit que c'est essentiellement les autres risques. Mais en revanche, pourquoi est-ce qu'on a individualisé le vol, l'incendie et la RC multirisque? C'est parce que par exemple l'incendie, même si ça fait que 5% des sinistres sur lesquels il y a une fraude, ça fait en fait 23% du montant des fraudes en termes d'enjeux financiers. Ceci dit, la fraude à l'assurance incendie, c'est à peu près vieux comme l'assurance, d'accord? C'est-à-dire que depuis le début de l'assurance maritime, l'idée c'est vous achetez un rafio dégueulasse, vous le déclarez comme étant la 8e merveille du monde, vous mettez des vieux clous dedans et puis vous y foutez le feu et vous dites que votre merveille a brûlé, d'accord? C'est la raison pour laquelle, depuis le XIVe siècle, parce que vous savez qu'il y a un livre de recueil des lois maritimes de Barcelone, de Valence, qui s'appelle le livre du consulat de la mer, consulat d'Omar. En fait, dans le consulat de la mer, qui est le premier livre de règlement d'assurance, puisqu'il a plus de 700 ans, en fait, dans le consulat de la mer, on explique qu'il est très clair que la fraude à l'assurance est sanctionnée par la mort. En gros, l'incendie des navires est tellement courant, une fraude tellement courante dans le cas de l'assurance maritime, que pour l'éviter, on est obligé de mettre la peine maximale, qui n'est jamais exécutée. C'est-à-dire que quand on condamne les marchands, valenciens ou d'autres à mort, le résultat, c'est pas qu'on va les exécuter. C'est simplement qu'ils savent que s'ils sont attrapés, il faut qu'ils partent. Ils ne pourront plus jamais être marchands valenciens et donc ils vont devoir tout abandonner. Donc en fait, c'est plus d'une mort civique que d'une mort physique qu'il s'agit. Bon, après, s'ils sont suffisamment stupides pour rester et pour se vanter d'avoir fraudé, c'est leur affaire. D'accord? Mais en gros, le risque sur l'incendie est très élevé depuis toujours. Et évidemment, la plus grande tentation, c'est d'assurer un bien qui a déjà brûlé. En automobile, alors évidemment, c'est la fête à deux nœuds, d'accord? C'est-à-dire qu'on voit quand même que les gros montants, de manière évidente, c'est les RC corporels, puisque le corporel, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça fait que 2% des sinistres, mais 43% du montant des indemnités. Et les tirs non identifiés, c'est-à-dire le fait d'un tir non identifié, c'est le fait d'avoir une collision avec quelqu'un qui n'a pas été identifié. Et donc ça correspond, c'est une fraude évidemment à l'assurance tout risque, puisque s'il n'y a pas de tir identifié, il n'y a pas de responsabilité civile pour payer, sauf si vous êtes assuré de risque. Ce qu'on voit, c'est que ça fait près de la moitié des cas de fraude, mais seulement 15% des montants. Et en fait, une partie des gens qui s'assurent en tout risque, leur objectif, c'est de déclarer une fraude, c'est de déclarer une collision routière. D'accord ? C'est très facile de déclarer une collision routière non identifiée. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans un poteau parce que vous ne faisiez pas attention, et vous dites que quelqu'un vous est rentré dedans. C'est ça la base de tir non identifié. C'est ça la base de la fraude. Donc, je ne vous dis pas que ça, on va détecter avec les big data, mais il est vrai néanmoins que si, après ce genre de manœuvre, vous allez vous montrer sur votre compte Facebook d'avoir touché 5 € de l'assurance, là, les conséquences risquent d'apparaître. Donc, merci de votre attention, bonne semaine, et à la semaine prochaine.